Bonjour à tous. Donc nous allons débuter le forum qui est prévu pour 2 heures. Donc je suis Augustin, mais vous m'avez fort entendu, non seulement au micro général, mais ça c'est pas trop le problème, mais aussi parce que hier il y a eu 2 forums sur les migrations qui se sont tenus, correspondant au projet de ce week-end qui souhaitait élargir le sujet de nos débats, de nos terres à la terre avec une majuscule, et que dans ce cadre-là, la question migratoire et le soutien nécessaire à nos amis migrants était évidemment un sujet incontournable. Du moins, nous l'avons décidé comme ça. Alors, hier, pour ceux qui ont assisté, les 2 forums étaient, au moins dans leur présentation, assez large et essayer de présenter une vision globale des choses, puisque le premier parlait des migrations dans le monde et le second parlait des migrations en France, avec leurs mythes et leurs réalités. Et pour il y a eu tout à l'heure la pièce de théâtre du tiroir, Les Suppliantes, qui était sous le chapiteau numéro 2, qui fait partie aussi de ce projet. Et dernier forum dans ce cadre-là, nous avons souhaité que tous les collectifs qui œuvrent sur la question des migrations de diverses manières en soutien aux migrants puissent se voir ensemble, se réunir, présenter leur existence et le travail qu'ils font pour en débattre et peut-être à l'occasion même reprendre des contacts complémentaires si ce n'est encore pas fait. Alors, nous allons nous y prendre de la manière suivante. Il y a plein de monde derrière moi. En gros, tous les collectifs qui ont été contactés, qui ont pu participer à la présentation, à la préparation du forum de maintenant, là. Donc, il fallait bien prendre une méthode. Donc, je vais leur donner la parole pour un temps limité, ils le savent, et je m'en chargerai s'il y a besoin. Et puis après, puisque nous avons 2 heures, le projet, c'est qu'après, ce soit tous ensemble, au moins pendant 1 heure et même un peu plus si possible, nous puissions reprendre ces questions, en débattre, qu'il y ait aussi parmi vous sans doute des personnes qui sont engagées sur ce front, mais qui n'ont pas participé à la préparation pour diverses raisons, soit parce qu'ils ne sont pas de la région, ou pas même de Loire-Atlantique, ou parce que pour des raisons diverses, ils n'ont pas pu le faire ou ils n'ont pas été contactés. Donc, derrière moi, mais ça ne va pas durer, il y a Mamadou et Mustapha qui parleront au nom du collectif des migrants nantais. Il y a Michel de l'UCIG de Nantes et du Gazprom, donc, qui parlera du travail militant que font ce collectif et cette association. Il y a France et Marie-Paul. Marie-Paul est là, France est en rouge là-bas, qui parleront respectivement pour Blain sans frontières et pour Avessac sans frontières. Il y a Carole, qui est juste à côté de moi, qui parlera au nom du MRAP d'Ille-et-Vilaine et de l'association Un toit, c'est un droit. Et il y a, au bout là-bas, Marie-Elisabeth et Nathalie, qui sont azériennes, qui parleront l'une au nom du collectif Unis contre une immigration jetable de Saint-Nazaire et l'autre au nom de l'association ICAR de Saint-Nazaire. Donc voilà, je vais leur laisser la parole. Je vais commencer par la laisser à Mamadou et Mustapha pour 8 minutes. Donc la convention, c'est avec eux, c'est que dans ces 8 minutes, moins s'ils veulent, mais pas plus, ils présentent ce qu'est le collectif des migrants nantais, comment il est né peut-être, et en tous les cas, quel est le travail spécifique qu'ils se sont donnés et qu'ils font avec leurs succès, leurs difficultés, etc. Donc, c'est toi, Mamadou, qui commence. Bonjour à tous. Je m'appelle Mahamadou Tanyoko. Ok. Je m'appelle Mahamadou Tanyoko, je suis malien.
J'ai 47 ans. Je vis en France ici, ça fait 5 ans. Je fais partie du collectif de soutien aux migrants de Nantes, 44. Le collectif des migrants de Nantes, c'est 3 pôles. Le premier pôle, si vous voulez, c'est les migrants nous-mêmes, mineurs et majeurs. Donc, le collectif des migrants, le deuxième pôle, c'est le pôle des associations. Le collectif des migrants de soutien est composé de 14 associations qui sont à l'intérieur depuis Médecins du Monde, MRAP, Ligue des droits de l'homme, CIMAD, le Logis, et puis beaucoup de structures, Gazprom, le DAL, et puis beaucoup d'autres structures. Le troisième pôle est constitué de citoyens solidaires qui ne relèvent pas du collectif, mais qui viennent nous aider de façon régulière, même pas de façon ponctuelle, qui vivent nos réalités avec, en fonction de leur expérience professionnelle. Ils sont à la retraite, c'est des enseignants qui veulent venir donner des cours de français, c'est des anciens médecins qui veulent voir comment est-ce qu'ils peuvent nous aider au niveau médical, ou d'autres citoyens, des artisans qui sont là parce que le collectif, c'est aussi la gestion du squat. Il y a le squat de Chantenay, il y a le squat Quai Wilson, il y a le squat des mineurs à Doulon, il y a d'autres squats qui ont été évacués malheureusement, mais dont les gens se retrouvent à la rue, mais aussi la gestion des migrants qui ne relèvent pas des squats parce qu'ils n'ont aucune situation, les squats sont débordés. Donc il n'y a aucune solution de logement, mais on se retrouve dans les différents squats et de façon hebdomadaire pour faire le point de nos vies et puis comment est-ce qu'on peut faire avancer administrativement les choses. Parce que chaque migrant a son histoire, sa réalité. Il y en a qui sont dans la procédure d'asile, il y en a qui sont en demande de titre d'étranger malade, il y en a qui ont déjà dépassé les 5 ans sur le territoire dont moi je fais partie. Donc des personnes déboutées qui, ayant fait 5 ans sur le territoire, prouvaient leur activité et puis leur présence par des actes citoyens, demandent en cours de régularisation. Donc il y a il y en a qui sont déjà des nouveaux arrivants, donc il faut s'en occuper. S'il n'y a pas de solution, le 115 est débordé, mais on est obligé de les appeler, de les relancer pour trouver une solution de logement ou bien quand même leur inscription pour laisser des traces. Donc le collectif, c'est tout ça. L'historique de la naissance du collectif est né de l'évacuation d'un squat qui se trouvait près de la moutonnerie. C'est un arrêt de tram à Nantes qu'on appelait la rue des Stocks. Donc quand la rue des Stocks a été évacuée, donc les citoyens bénévoles qui se sont sentis choqués par la brutalité de l'évacuation dont les gens ont perdu tous leurs effets, ils sont venus aux côtés des migrants pour voir ce qu'ils peuvent faire pour leur aider matériellement. On a fait un camping devant la préfecture pour quelques jours et après on est parti occuper un ancien presbytère que l'église n'occupait pas depuis 7 ans. Donc quand ce presbytère a été occupé, il y avait 80 personnes qui vivaient dans ce squat, qui au moins répondaient à une solution de logement, quand même si c'est précaire, quand même ça permettait de donner un toit aux personnes pour qu'ils ne soient pas à la rue. Mais l'église a cherché à récupérer son local, bien que c'était évacué. Donc il y avait ces citoyens-là, des bénévoles, des gens du collectif, qui se sont constitués pour défendre nos droits, parce que le logement est un droit en France ici, quel que soit le statut juridique de la personne. Toute personne a droit au logement. Donc ils sont restés aux côtés de nous dans les différentes marches et dans les négociations. Parce que l'Église a tenté de récupérer les lieux, la mairie, la préfecture, donc il y a eu un tas de démarches. Donc le collectif s'est consolidé par la suite. Il y a eu des citoyens solidaires qui sont venus se joindre et tous les jours ça s'amplifie. Donc pour l'ouverture de squat qui n'est pas l'idéal, mais qui est au moins une petite réponse pour ne pas que les gens soient à la rue. Donc le collectif de soutien des migrants, c'est ça.
l'aide matérielle, l'aide quotidienne à travers la banque alimentaire pour nourrir plusieurs centaines de personnes mineures et majeures qui sont dans une situation qui ne leur permettent pas, soit souvent ils ont des papiers, mais ils attendent une solution de logement qui tarde parce que c'est lié aussi au travail. Parce que si tu as eu les papiers, il faut avoir un travail pour accéder au logement. Donc ceux qui sont en formation peinent à avoir au moins une garantie nécessaire pour accéder au logement. Donc le collectif est là toujours pour nous appuyer, pour nos démarches, la banque alimentaire pour le logement, soit souvent pour les aides ponctuelles. Donc je me mets à la disposition. Chez nous on dit que la parole, un proverbe malien qui dit que la parole c'est du miel, c'est pas bon dans une seule bouche. Donc je laisse la parole à Moustapha pour qu'il puisse ajouter ce que je n'ai pas dit, parce que je suis un être humain, donc je ne peux pas tout assimiler en un moment, donc lui, je lui laisse la parole. Merci. Bonjour à tout le monde, moi je m'appelle Moustapha, je suis de nationalité guinéenne, j'ai l'âge de 22 ans. Bon, je vais pas répéter les mêmes sujets que mon collègue vient de développer. Je vais juste parler au niveau de l'accueil des immigrants. Juste pour montrer comment les squats fonctionnent, parce que les associations qu'il vient de développer, c'est les associations qui se trouvent avec nous, qui nous mettent à l'abri. À propos de pourquoi ils nous mettent à l'abri, parce qu'ici, vous allez voir quelqu'un qui est un demandeur d'asile, par exemple, il a fait sa demande, et encore sa demande est acceptée, normalement il doit être logé. Mais quand il n'arrive pas à être logé, il est toujours dans la rue. Et encore le 115 aussi a les places limitées, le 115 ne peut pas héberger tout le monde. Bon, tu es obligé de rester dans la rue. Bon, ça, la vie des squats, toujours nous serons dans la merde. C'est pour cela qu'avec le collectif, je remercie bien le collectif de soutien des immigrants et les associations, le Gazprom, CIMAD, Droits de l'homme, toutes les autres associations qui nous aident. Bon, parce que ici, quand un immigré vient en France, si tu n'as plus de sous, si tu n'as pas de moyens pour aller à un autre pays, tu es arrivé en France et tu n'as pas d'autres sous encore tu n'es pas hébergé, tu es obligé de voir les associations, parce que c'est les associations seulement qui peuvent nous mettre dans l'abri. Parce que des fois, vous allez voir les immigrés, ils sont déjà arrivés, mais ils ne savent pas quoi faire, ils ne connaissent pas leurs droits, leurs devoirs, ils ne savent rien qu'est-ce qu'il y a à faire. Bon, ça les associations, bon, toujours, on ne peut pas avancer dans notre sujet. Bon, c'est pas trop pour développer le sujet comme vient de dire mon collègue. C'est juste pour donner l'importance des associations. Quand même, on remercie bien les associations de très fort. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire à augmenter, parce qu'il a développé le plupart. Merci. Merci à vous deux. Et puisqu'on est sur Nantes, on va continuer sur Nantes. Je passe le micro à Michel de Lucige et du Gazprom. 8 minutes. Je vais être bref, vous inquiétez pas. Oui, bonsoir ou bonjour. Oui, en fait, donc je représente en fait Lucige. Alors, le collectif Lucige sur Nantes, il a une vieille histoire puisqu'il date au moins d'une vingtaine d'années. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Lucige, c'est uni contre l'immigration jetable. Alors, pourquoi ce sigle? En fait, c'est que ce mouvement uni contre l'immigration jetable s'est créé au moment où les lois Sarkozy de sinistre mémoire, en fait, avaient voulu mettre en place une immigration choisie, c'est-à-dire qu'en fait, au nom d'une répression encore plus forte contre l'immigration et contre les étrangers en général, eh bien, on laissait entendre qu'on ouvrait grand les portes, bien sûr, aux personnes qui pourraient servir la France en tant que intellectuels, diplômés ou, bien sûr, artistes et sportifs.
Et donc c'était ça le concept d'immigration choisie que Sarkozy voulait mettre en place, que aujourd'hui toutes les politiques continuent à maintenir, et contre laquelle bien sûr on était opposé fermement, et en disant qu'on était contre cette immigration jetable qui était justement que on utilisait l'immigration quand on avait besoin, et quand on n'avait plus besoin, on la jetait comme un Kleenex dont on n'avait plus besoin. Donc en fait, ce collectif s'est créé, je dirais, à une époque où il y avait à la fois dedans les associations traditionnelles, donc je vais un petit peu vous les citer, qui sont sur Nantes et qui défendent les droits des étrangers. C'est donc le Gazprom que je représente ici aussi. C'est aussi la CIMAD, RESF 44 qui s'appelle aussi Collectif Enfants Étrangers Citoyens Solidaires, la CSF, la LDH et le MRAP. Donc c'est un peu les associations, et elles se sont regroupées aussi avec un certain nombre d'autres associations politiques et syndicales qui se sont aussi regroupées dans ce collectif UCIGE. Donc ça représente quand même un grand nombre d'associations et d'organisations. Mais justement, la vraie question en fait qui est posée aujourd'hui, bon, on va pas la développer là, mais c'est quand même intéressant, c'est justement la question de l'articulation entre la solidarité et l'organisation des migrants pour défendre leurs droits. Parce que justement, là, les camarades qui viennent de parler, ils parlent du collectif des migrants. En fait, il s'appelle collectif de soutien aux migrants. En fait, ils sont dedans et en même temps, ils sont soutien aux migrants, ce qui peut paraître un petit peu contradictoire, puisque c'est eux-mêmes qui se soutiennent, on va dire. Donc, la question un petit peu, c'est de se rendre compte que y a quand même vraiment deux axes de lutte, mais qui se rejoignent bien sûr, mais qui sont celui des migrants qui s'organisent entre eux pour défendre leurs droits, et puis ceux des citoyens de notre pays qui sont solidaires parce qu'ils ont, je dirais, une conscience qu'il y a des profondes injustices dans les politiques migratoires de notre pays, et que ces injustices, ils les vivent au quotidien et qu'ils les refusent. Et donc ils vont faire acte de solidarité en soutenant bien sûr les luttes de ces personnes, mais aussi en apportant des aides, en apportant de la solidarité, en facilitant des choses, etc. Et c'est toute cette articulation, en fait, je pense, qui est vraiment essentielle. Et évidemment, aujourd'hui, on va plus parler de cette partie, je dirais, soutien aux migrants, parce qu'effectivement, c'est là que les mouvements sont les plus forts aujourd'hui. Un peu à notre regret quelque part, parce qu'on souhaiterait en fait que les migrants s'organisent beaucoup plus pour peser beaucoup plus fort en tant que tels dans la défense de leurs droits. Malheureusement, c'est beaucoup plus difficile pour eux, parce que d'une part, ils sont très exposés, évidemment, puisqu'ils sont sous la menace, la plupart, d'expulsion, d'OQTF, etc. Et puis parce que ils sont atomisés, je dirais, par des origines très différentes qui font que ça leur est difficile aussi de parler entre eux, parce que on s'imagine que les étrangers c'est un espèce d'ensemble global, mais non, c'est pas vrai, parce qu'en fait il y a aussi autant de différences entre un Guinéen et un Érythréen qu'un Français et un Guinéen. Il y a exactement la même différence, donc il faut bien se rendre compte de la difficulté que tous ces étrangers ont à défendre leurs droits ensemble. Voilà, alors donc je vais revenir un petit peu sur le fond de ce qu'on défend nous en tant que Gazprom, mais aussi UCIGE, pour redire un petit peu les fondamentaux. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement sur une aide sociale ou une défense sociale, je dirais, des étrangers, mais aussi pour défendre des droits fondamentaux que l'on estime essentiels pour assurer, je dirais, la véritable égalité de droit entre Français et personnes étrangères. Alors, bien sûr, on s'attaque à tout ce qui est racisme et discrimination. On est pour la liberté de circulation et d'installation, c'est-à-dire que c'est pas un vain mot, ça veut dire concrètement qu'on est pour laisser aller et venir à travers les frontières l'ensemble des personnes du monde entier, et qu'on leur donne le droit de pouvoir s'installer là où ils le souhaitent. Exactement ce que nous avons comme droit, puisqu'il faut savoir que la plupart des Européens ont le droit fondamental d'installation quasiment partout dans le monde. Donc ce droit d'installation, il est essentiel. Mais évidemment, il passe d'abord par un droit de circulation qui aujourd'hui est complètement entravé pour un très grand nombre d'étrangers, puisque le passage des frontières est complètement bloqué pour la plupart des étrangers venant du Sud, par une complicité, en fait, je dirais, des polices des pays d'origine
qui entravent l'accès au transport public, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi les étrangers ne peuvent pas prendre le ferry qui passe à Gibraltar entre le Maroc et l'Espagne? C'est parce que la police marocaine les empêche d'y accéder, avec la complicité de l'Union européenne. Donc il faut bien voir que les morts en Méditerranée, la solution elle est très simple, c'est redonner le libre accès au transport public. Donc on est pour l'ouverture des frontières, et puis bien sûr on est pour que ceux qui sont ici, eh bien, on leur donne les droits fondamentaux que tous les citoyens ont, c'est-à-dire d'une part, bien sûr, des papiers qui les autorisent à vivre sur le territoire, et puis bien tous les droits citoyens, le droit de vote et tous les droits qui sont liés à la citoyenneté dans notre pays. Voilà, bon, je ne vais pas m'étendre plus sur cette question-là, je voudrais quand même parler un tout petit peu aussi de notre bagarre contre tout l'arsenal d'expulsion et de répression dont sont victimes les étrangers, parce que ça c'est quand même important. Alors évidemment, Carole de Rennes nous en parlera peut-être un peu plus, parce qu'en fait il y a le centre de rétention pour tout le Grand Ouest se trouve à Rennes. Il va d'ailleurs fêter, si on peut dire, ses 10 ans d'existence à la rentrée, là. Et c'est une machine de répression absolument abominable, puisque en fait c'est un lieu où on vient enfermer sans procès des personnes dans une véritable prison, et avec bien sûr tout l'arsenal de préparation pour les renvoyer vers leur pays d'origine dans des conditions forcées d'exil, de retour chez eux. Et donc évidemment toute cette politique d'enfermement, toute cette politique de chasse en fait aussi, de traque envers les étrangers, c'est quelque chose de terrible, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi ça qui fait qu'ils ont beaucoup de mal à s'organiser, parce qu'ils sont dans la crainte perpétuelle d'être interpellés et d'être mis en prison dans un centre de rétention. Je dis bien en prison parce que nos politiques disent rétention, mais c'est pas de la rétention, c'est de la prison, hein. Voilà, alors bon, je vais revenir maintenant un petit peu plus sur la question de la solidarité. Il me reste combien de temps? Bon, ça va. Voilà, parce qu'en fait, bon, la question de la solidarité, c'est une question essentielle. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans un pays où on veut nous faire croire qu'on est menacé par des étrangers, que les étrangers sont une sorte de nocivité, de quelque chose de dangereux pour le pays. Et à côté de ça, bien sûr, beaucoup de citoyens, dont vous bien sûr, et bien d'autres, se rendent compte que c'est des personnes humaines comme vous et nous, et donc qu'il n'y a aucune raison qu'ils se retrouvent dans une situation de sous-hommes en fait, ou de sous-femmes, parce qu'on leur donne aucun droit à la santé, on leur donne aucun droit à l'éducation, on leur donne aucun droit au travail, on leur donne même pas le droit d'avoir un toit. Donc il y a des personnes qui dorment dans la rue, qui dorment au pied de chez vous, etc. Donc évidemment, au bout d'un moment, toutes ces personnes françaises, citoyennes, sont révoltées par cette situation et réagissent. Mais en réagissant, en fait, quelque part, eh bien, ça vient contrer, en fait, d'une manière réelle et concrète, en fait, toutes les politiques migratoires qui sont mises en place. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les politiques migratoires, elles viennent à l'encontre de ces réactions de solidarité. Et donc ces réactions de solidarité sont essentielles pour venir faire reculer en fait tous les arsenaux juridiques aujourd'hui qui sont mis en place pour à la fois fermer les frontières, mais ça c'est en amont, mais ensuite après rendre la vie impossible à ceux qui sont arrivés à passer, sous prétexte d'un fameux discours de l'appel d'air qui n'a absolument aucun sens. Donc c'est cette solidarité que nous on défend, bien sûr, et on la défend dans une je dirais une frontière de la légalité qui n'est pas vraiment définie. Pourquoi? Parce que la solidarité, c'est l'hospitalité, c'est une légitimité qui est au-dessus des lois quelque part. C'est un petit peu, je ne sais pas si vous avez vu la pièce d'Échille tout à l'heure, on disait c'est Zeus qui impose l'hospitalité. Quelque part, j'ai envie de dire, bon, sans être croyant, que le devoir d'hospitalité, il est au-dessus des lois humaines. C'est quelque chose de fondamental. Et donc, évidemment, par cette hospitalité, on se trouve en dichotomie par rapport à des lois qui sont de plus en plus répressives. Je voudrais prendre l'exemple tout simplement des procès qui ont lieu actuellement contre des gens qui ont aidé des personnes à circuler d'une frontière à l'autre parce qu'on vient les accuser de passage illégal de frontière.
on vient les accuser de donner à manger à un étranger parce que on leur dit que c'est une aide au séjour irrégulier. Donc on vient créer en fait une espèce de criminalisation de tous ces actes de solidarité, alors que ce sont des actes légitimes, et ça c'est vraiment essentiel. Donc il faut vraiment qu'aujourd'hui on se regroupe tous pour dire on revendique la légitimité de cette solidarité. On pourra prendre la parole tout à l'heure. Hein. Alors, comme la Loire-Atlantique, ça n'est pas évidemment que Nantes et sa métropole, je vais donner la parole d'abord à Marie-Paul pour Blain sans frontières. Pour ceux qui ne seraient pas familiers de la Loire-Atlantique, Blain est une petite ville, ouais, on peut le dire comme ça, à une dizaine de kilomètres d'ici. Merci. Alors moi je vais certainement vendre du temps à certains parce que je vais parler d'une association dite de proximité qui est à côté de Nantes, à côté de Notre-Dame-des-Landes. Blain c'est à 5-6 km. Voilà. Hein. Et donc pourquoi il se passe quelque chose à Blain? Parce que dans les années 2006, on va rejoindre un peu les histoires, les services de l'État, les CADA et autres, avaient décidé de décentraliser, de faire des essais de décentralisation, de prise en charge des demandeurs d'asile en dehors des grandes villes pour pas les saturer, pour pas qu'on les retrouve dans les rues. Donc il y a des communes comme Blain, comme Avessac, après une petite commune aussi près d'ici, qui ont accepté, enfin c'est pas les communes, c'est le CADA des Trois-Rivières qui a été choisi et qui a obtenu sur ces communes-là des logements dits sociaux. Donc, sans que personne le sache, il y a des gens qui sont arrivés, qui ont occupé effectivement des appartements, et puis par le réseau de l'école, bien entendu, puisque à Blain il y a primaire, il y a collège et il y a lycée, tout d'un coup, les enfants scolarisés, avec les copains, on a appris, les parents ont appris qu'il y avait quelques problèmes, qu'il y avait des gens qui étaient menacés. Alors le petit copain qui venait de Russie, c'était super sympa, on a fait des connaissances, mais non, la réalité c'était pas ça. Donc il a fallu dans ces années-là, en urgence, mettre des familles à l'abri, parce que c'était encore l'époque où on venait chercher les enfants, où on captait aussi les parents à la sortie de l'école. Et donc là, un réseau s'est créé, un petit collectif. Donc de réseau, de collectif, une espèce de connaissance de la réalité de terrain que l'on avait, il y a une association qui s'est créée. Donc bien une association de proximité. Parce que, en gros, il y a 5 familles qui sont accueillies régulièrement par des CADA. Alors je dis bien famille, on n'a pas de célibataires par exemple. Donc nous sommes dans leur proximité et dans les premiers temps, nous sommes intervenus le jour où ils ont été déboutés des droits pour continuer le combat avec eux. Voilà. Donc ce qui est intéressant, on a des atouts que les autres n'ont pas, mais on a aussi des inconvénients. On est effectivement on connaît bien les familles, peut-être un peu trop, mais le fait d'être dans un petit réseau comme ça, c'est plus facile de leur créer une vie sociale, hein, de pouvoir leur présenter des associations, d'être reconnus aussi par la population, ce qui est le cas quand même dans l'environnement que l'on a, hein. Les inconvénients, c'est que il faut pas rester en cercle resserré, parce que la question des migrants, c'est quand même une question politique, c'est une question militante. Donc il faut aller voir plus loin, et ce qui a permis à l'association de devoir s'ouvrir, d'aller jusqu'à Nantes, voir les grands là-bas, hein, qui pouvaient nous aider, et puis nous embarquer dans autre chose. Et pour nous permettre de poursuivre aussi la lutte dans notre commune, parce qu'on travaille beaucoup avec d'autres associations, et puis on intervient aussi d'un point de vue, entre parenthèses, pédagogique, dans les collèges et dans les lycées. Voilà. Alors on travaille aussi, enfin on ne travaille pas.
on côtoie le CADA. Alors là, j'ai envie de dire quelque chose, même si ça paraît malveillant. Entre le CADA qu'on a connu dans les années 2006 de début, où on rencontrait des gens compétents sur la prise en charge des migrants et sur les dossiers à mettre en route et l'accompagnement, aujourd'hui, l'État ne faisant plus d'efforts ou en faisant de moins en moins, eh bien, on voit les choses qui dégringolent aussi pour eux. Et les CADA ont tendance à prendre des associations comme nous, comme des ARPET ou des sous-traitants pouvant ou devant réaliser les choses pour eux. Donc le jour où le CADA ou les CADA vont se rebeller, vont peut-être annoncer que ça va pas trop bien pour eux, on pourra être derrière eux, mais pour le moment, ça fait une espèce de bagarre. Voilà. Bon, moi j'ai terminé pour moi, parce que c'est une petite, un petit réseau, voilà, bien sympathique, tel que je l'ai présenté. Donc, je passe la parole à France pour Avessac sans frontières, qui est un village dans le nord du département, pas très loin de Redon. Donc, bonjour à tous. Alors, vous avez peut-être déjà vu Avessac sans frontières parce qu'on fait des très bonnes pizzas. Donc, n'hésitez pas à venir en manger. Et donc, Avessac, c'est 2000 habitants, donc c'est vraiment tout petit. C'est vraiment juste à côté de Redon. Et donc pareil, il y a des familles qui sont arrivées dans des logements sociaux vacants qui ont été réquisitionnés par la préfecture. Et c'est un peu la même histoire. Et, du coup, assez rapidement, il y a entre autres via les parents d'élèves des gens qui ont commencé à se mobiliser pour aider les familles, parce qu'en fait, Avessac c'est petit, il n'y a pas de transport public. Et donc pour aller à l'hôpital, récupérer la nourriture au secours populaire ou au resto du cœur, il faut pouvoir faut les transporter. Et puis donc à commencer comme ça. Et puis à cette époque-là aussi, c'était les familles qui venaient avaient facilement des papiers, contrairement à aujourd'hui. Et en 2006, il y a une première famille qui a été déboutée de sa demande d'asile, qui a été refusée. Et là, il y a un premier collectif qui s'est monté vraiment. Et puis rapidement après, une association, donc Avessac sans frontières, parce qu'avant c'était pas organisé vraiment en tant qu'association. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une asso avec une centaine d'adhérents, parce qu'il y a des gens des communes alentours aussi qui viennent en aide. Et en gros, pour figurer un peu ce qui se passe au quotidien, c'est donc j'en parlais, des transports, des cours de français, l'aide juridique, du parrainage républicain aussi pour essayer de donner un peu plus de poids aux demandes de régularisation ou demandes d'asile. C'est aussi des fêtes qu'on organise au moins 2 fois par an pour récolter de l'argent. Parce qu'en fait, on paye entre autres les loyers en ce moment d'une famille, bientôt 2, parce que quand ils ont fini toutes leurs démarches et qu'ils sont déboutés, ils doivent quitter le logement du CADA. Alors on essaye de les faire rester le plus longtemps possible, mais à un moment donné, les gendarmes arrivent. Et à ce moment-là, en fait, on assure le logement des personnes pour essayer qu'ils puissent continuer à vivre, et puis aussi parce que les nouvelles procédures aussi peuvent s'ouvrir. Et du coup, il y a aussi toutes les sur la sociabilité, c'est aussi les amener voir des spectacles pour leur permettre d'avoir d'autres imaginaires. Et ce qui est vraiment, nous on aimerait bien que les familles soient plus impliquées dans la vie de l'asso. Alors quelques-unes sont venues faire les pizzas avec nous là, mais c'est vraiment pas évident parce qu'elles sont dans leur problématique. Il y a la question de la barrière de la langue aussi qui est pas forcément toujours évidente. Donc la compréhension, mais on essaie de les inclure le plus possible aussi dans la vie de l'asso et dans les différents projets qu'on peut mener. Et entre autres, ça passe beaucoup par la nourriture. Merci. Et donc, ce qui est pas mal, c'est qu'aussi on a un collectif vraiment très soudé. Je suis le plus jeune, mais du coup, il y a vraiment tous les âges. Et donc les gens donnent vraiment beaucoup de temps. Et même s'il y a un turnover, entre autres, parce que les gens ont moins de disponibilité, etc., il y a toujours de nouvelles personnes qui viennent aussi en soutien à l'asso. Et voilà, j'ai fini ce que je voulais dire. Merci Franck. On va franchir la frontière. Je passe la parole à Carole du MRAP d'Ille-et-Vilaine.
Bonjour, alors c'est vrai, comme le rappelait Augustin, j'appartiens à plusieurs collectifs. Je vais surtout m'attarder aujourd'hui sur le collectif Un Toit c'est un droit, donc un collectif rennais qui est à l'origine d'une innovation qui est au cœur de l'actualité en ce moment, qui s'est déroulée donc cet été à Rennes. Pour faire un rapide historique de l'association, elle a été créée en 2009. En 2009, on s'est retrouvé face à une situation, quand je dis nous, c'est-à-dire le MRAP, RESF, tous les collectifs qui aidaient les migrants dans leur démarche administrative. On s'est retrouvé avec un nouveau problème qui a beaucoup été évoqué aujourd'hui, c'est évidemment la pénurie de logements. Il faut savoir que, évidemment, cette pénurie, elle a été organisée une fois de plus par l'État, c'est-à-dire que on a créé un nouveau dispositif au niveau rennais qui a été après multiplié un peu partout. On a réduit délibérément les places d'accueil pour les personnes, notamment au 115, ce qui a créé donc on s'est retrouvé avec des dizaines de familles à la rue en 2009 sur Rennes, et on s'est dit qu'il fallait que la priorité, c'était évidemment d'avoir un titre de séjour, mais pour les personnes migrantes, c'était avant tout d'avoir un toit. Donc on s'est rapproché, comme on n'avait aucune compétence dans ce domaine, on s'est rapproché du DAL, qui nous a formés. On a commencé à ouvrir des squats sur Rennes, dont un énorme squat en 2010 au cœur de la ville, qui a été très médiatisé, puisque c'était la première fois, toutes les télés sont venues et ont découvert ce lieu un peu improbable, qui était un ancien funérarium, qu'on a ouvert au printemps 2009, et au cœur de l'hiver. C'était un hiver très froid en plus. On s'est retrouvé avec plus d'une centaine de personnes dans des conditions de sécurité totalement improbables, avec des bouts de carton, ça chauffait avec des bougies, enfin voilà. Du coup, la ville de Rennes, face à cette situation explosive, a créé un dispositif qui perdure encore, ils ont demandé à toutes les communes de Rennes Métropole de mettre à disposition des biens vacants. Et il y a eu, ça s'appelle un dispositif Chorus, coordination d'urgence. Ce dispositif existe toujours, toutes les personnes ont été relogées. Et voilà, avec un financement, Rennes Métropole, Ville de Rennes, normalement l'État, qui était associé au départ au projet, mais qui n'a jamais versé un sou comme d'habitude. Donc voilà, après on a continué comme ça, face à l'urgence, à ouvrir des squats, jusqu'en 2012, on s'est retrouvé avec un gros squat dans une maison de retraite, dans une commune qui s'appelle Passé, on a eu jusqu'à 250 personnes. Et voilà, et puis en 2013, ça a été la vacation du dernier squat, qui était une église où on avait aussi plus d'une centaine de personnes. Mais à chaque fois, on réussissait à obtenir le relogement de toutes les personnes qu'on avait dans les lieux. Avec le soutien, quand c'était l'église, c'était l'évêché qui nous soutenait dans les démarches avec la préfecture. Mais à chaque fois, c'était quand même une réussite, puisque ces squats nous permettaient de mettre à l'abri pendant un certain temps. Enfin, en général, la durée de vie d'un squat accordée par la justice, c'est environ de 6 mois, plus un relogement qui était plus ou moins pérenne par la préfecture, mais qui pouvait quand même aller jusqu'à 6 mois. Donc ça permettait quand même de mettre les gens à l'abri pendant une année. Et puis suite à la dernière évacuation du squat en 2013, on a essayé de bricoler des solutions à droite à gauche, notamment en faisant appel souvent à l'hébergement solidaire, mais c'est très bien la solidarité, comme le rappelait Michel, mais ça rend aussi un petit peu invisible les problèmes. C'est-à-dire que voilà, c'était des familles qui accueillaient chez elles. C'est toujours un peu compliqué à gérer, surtout sur du long terme. Et donc l'année dernière, en juin dernier, on s'est retrouvé à nouveau sollicité de toutes parts, avec plus de 200 personnes à la rue à Rennes. Et on a eu des longs débats au sein de notre association en disant on n'ouvre pas, on se relance dans l'aventure ou pas. Et puis, en fait, on était assez partagés parce qu'on était en plein état d'urgence. Et depuis l'état d'urgence, on n'avait encore jamais tenté d'ouvrir un gros squat au cœur de Rennes. Et on s'est dit, bon, allez hop, on se lance, on tente. On a profité d'une grosse manifestation à Rennes qu'il y avait sur la loi de travail à l'époque, le 14 juin, où les forces policières étaient déployées ailleurs pour ouvrir un lieu. Et à notre grande surprise, on nous a laissé s'installer. Donc c'était super, c'était à nouveau une maison de retraite qui était vacante depuis 2 ans, donc un lieu totalement adapté à l'hébergement des familles, puisqu'on avait, sur les 200 personnes à la rue, une majorité de familles, mais que des personnes déboutées du droit d'asile, donc que des personnes sans papier, donc qui sortaient justement des CADA et qui étaient en errance au 115 ou à la rue depuis des mois. Donc on s'est installé dans ce lieu, la vie a commencé à s'organiser, voilà, on a un petit peu l'habitude, on a essayé d'étendre un peu notre réseau à d'autres partenaires, à d'autres associations pour organiser un accompagnement social, puisqu'il faut aussi compenser les carences de l'État dans tous les domaines. Et puis, à l'approche de l'hiver,
il faisait quand même très très froid dans le bâtiment et on s'est dit bon, on va essayer de demander à la ville de Rennes et à Rennes Métropole un financement pour le chauffage. Et la ville de Rennes nous a dit ok, on est prêt à vous financer les fluides à une condition, c'est que nous on peut pas évidemment cautionner une occupation illégale. Donc il faut que vous signiez d'abord un comodat avec le promoteur qui était propriétaire du bâtiment. Donc comodat, ça ne nous disait rien, dans notre dictionnaire. En fait c'est un prêt à usage gratuit pour une durée déterminée. Et donc on a fini, c'était un peu long, je vous passe tous les détails, mais avec le promoteur sur les conditions de la signature de ce comodat, on a fini par le signer. On a signé une convention financière donc avec la ville de Rennes et Rennes Métropole qui s'engageait à financer tous les fluides, et on a signé un troisième accord de partenariat, d'accompagnement justement pour anticiper la sortie de ce lieu et ne pas se retrouver avec toutes les personnes à la rue à la fin. Parce que la différence avec une occupation légale et une occupation illégale, c'est qu'une occupation illégale, elle a un terme et c'est la force de l'ordre qui remet les gens dehors, mais une occupation légale, ça veut dire que c'est à nous de les remettre dehors à une date déterminée. Donc c'est un peu compliqué, on a eu des longs débats aussi là-dessus dans notre association. Certains n'étaient pas tous d'accord pour se retrouver gestionnaire d'un bien, parce que c'est vrai que du coup on s'est retrouvé avec des factures, des tonnes de factures, parce que chaque famille avait son compteur, chaque famille, voilà, donc on retrouvait. Donc c'était un peu compliqué à gérer, mais ça l'a fait. Mais surtout, et là je laisserai après développer, parce qu'il y a un résident du squat, enfin je dis toujours squat, hein, j'arrive pas à m'y faire, que c'est plus un squat, ça s'appelle les Jardins de la Poterie. Et il y a aussi d'autres membres de l'association ici qui pourront vous raconter cette aventure humaine qui s'est déroulée donc depuis un an, qui a été assez extraordinaire, justement, gare à l'investissement bénévole de tous. Où on a eu même une saison culturelle qui ferait rêver n'importe quel CADA, avec des concerts tous les week-ends, des pièces de théâtre, il y avait des cours de français, des activités d'aide aux devoirs, enfin voilà, j'ai le dossier de presse sur les genoux si vous voulez le consulter, et j'ai essayé de recenser tout ce qui s'est fait durant l'année, c'était assez incroyable. Et donc voilà, là on arrive malheureusement à la date butoir, c'est-à-dire le 17 juillet, où le bâtiment doit être évacué. Et malgré tous ces partenariats signés avec les institutions, notamment la ville de Rennes, où il était prévu qu'on anticipe la sortie du bâtiment avec une étude des situations administratives, parce que comme on l'a rappelé aujourd'hui, évidemment le logement est toujours conditionné à la situation administrative des personnes. Et évidemment, l'État a été, comme d'habitude, aux abonnés absents, parce qu'ils se sont dit, là, écoutez, vous avez signé une convention avec la ville de Rennes, donc débrouillez-vous, c'est pas de notre ressort. Et on a obtenu, il y a 3 semaines, un rendez-vous après plus de 6 mois d'acharnement pour essayer de l'obtenir, où on nous a dit de toute façon, on vous rappelle que vous avez un public que de personnes déboutées, donc ils ont vocation à retourner dans leur pays d'origine, il n'y aura aucun relogement pour ces familles à la fermeture du lieu. Donc je rappelle, on a 160 personnes, dont 70 enfants dans ce lieu. Il y a peut-être parmi vous qui ont déjà signé une pétition, qui va d'ailleurs, je suppose, Ibrahim, la faire circuler à nouveau pour demander à l'État, à la préfecture d'Ille-et-Vilaine et pour finir, je sais pas si je... pour finir, dernier événement qui a eu lieu cette semaine. Donc là, on travaille quand même avec la ville de Rennes. On va peut-être avoir une 30aine de places pour l'instant, on n'en sait pas plus, de relogement. Mais la préfecture a fini par débarquer cette semaine dans le squat, au Jardin de la Poterie, avec tout son staff, accompagné de l'OFI qui distribuait à tout le monde les brochures pour l'aide au retour volontaire. Et ils avaient dans les mains la liste exhaustive de tous les résidents que, évidemment, nous ne leur avons jamais communiqué. Donc ça, je peux dire que c'est relativement inquiétant quand même pour l'avenir du lieu et surtout pour l'avenir des exilés qui ont trouvé refuge dans ce lieu pendant 1 an. Voilà, merci. Merci Carole. Bon, je vais donner la parole maintenant aux associations de Saint-Nazaire qui sont ici représentées. Donc je vais d'abord donner la parole à Nathalie pour l'association ICAR qui, comme on en a convenu, va la présenter et puis après expliquer ce qu'elle fait et sans doute les quelques problèmes auxquels elle est confrontée. Bonjour.
ICAR, c'est Initiative citoyenne pour l'accueil des réfugiés. Suite à la mort du petit Elan en septembre 2015, le gouvernement avait décidé, dans sa grande générosité, d'accueillir 30 000 migrants. Et notre municipalité, Saint-Nazaire, s'est portée volontaire, donc un petit peu comme Blain et Avessac. Enfin, nous, c'est complètement la municipalité qui s'est portée volontaire pour accueillir des réfugiés dans le cadre de ce dispositif gouvernemental. Donc il y a des logements sociaux, enfin ils ont mis à disposition des logements sociaux. Et suite à cette annonce de la ville, il y a des citoyens, des citoyennes nazériens qui ont décidé d'agir et de faire en sorte que l'accueil de ces migrants et de ces migrantes se passe le mieux possible dans notre ville. Et donc le collectif est né. L'originalité de ce collectif, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de militants. Enfin, c'est des gens vraiment, des citoyens qui s'étaient jamais engagés, souvent, en grande majorité, des gens qui s'étaient jamais engagés dans telle ou telle cause, qui là viennent en soutien aux migrants. Et puis quelques personnes comme moi qui étaient déjà militantes sur cette cause. Il y a une aide matérielle très concrète, parce que même si elles ont des logements, même si elles sont prises en charge par des associations gestionnaires, les Eaux Vives, France Horizon, etc., en attendant qu'elles touchent... donc c'est toutes des personnes en demande d'asile qui sont triées, entre guillemets, dans les hotspots. Hein. C'est, entre guillemets, aussi... ce qu'on va appeler les bons réfugiés, c'est-à-dire ceux qui sont à peu près sûrs qu'ils aient des papiers, quoi. Et on a aussi des relocalisés un peu de Calais ou d'autres villes en France. Voilà. Donc il y a une aide très concrète au niveau des collectes de nourriture, voilà, des vêtements, etc., chaussures, etc., en complément des associations caritatives de Saint-Nazaire. Et il y a aussi un système de parrainage et de marrainage. Nous, on a à peu près 150 là dans ICAR. Et on marraine tous, soit une famille, soit on a aussi beaucoup de célibataires. Voilà, et on essaie aussi que ça ne soit pas qu'une solidarité qui ressemble à de la charité. Et donc il y a un vrai lien aussi qui se crée entre les parrains, les marraines et les familles. On organise aussi des moments collectifs de fêtes, de repas, parce qu'autour de la nourriture, il y a plein de choses à faire pour partager ensemble. Et puis voilà. Toujours Saint-Nazaire, et pour la dernière intervention, ça va, on va tenir les temps, je vais passer la parole à Marie-Elisabeth du collectif Unis contre l'immigration jetable de la région nazérienne cette fois. L'histoire des collectifs, effectivement, son fonctionnement s'inscrit dans leur origine. Ça y est, je le conseille aux autres, mais je ne fais pas ce que je dis. Alors, le collectif ici, Michel en a déjà parlé, la Surnante, ce que ça signifie, Unis contre l'immigration jetable. Il s'est créé à Saint-Nazaire en 2006. C'est le moment où il y a eu des mobilisations partout en France, parce que la police, si vous vous rappelez, enfin les plus vieux peut-être, venait chercher les enfants dans les écoles pour expulser en fait les familles. Parce que je rappelle qu'un enfant n'a pas besoin de titre de séjour. Ce sont les parents qui en ont besoin. Et il y avait des mobilisations qui avaient été faites à ce moment-là, et Saint-Nazaire s'était joint dans ces mobilisations en se déclarant parrain et marraine de façon collective, en disant aucun enfant ne sera expulsé. Il y avait une charte à l'époque, et c'est l'époque où RESF s'est créé. À Saint-Nazaire, c'est pas RESF qui s'est créé, ça a été un collectif à l'initiative du MRAP qui a réuni donc dès 2006 des personnes, des individus et des organisations. C'est l'originalité du collectif, où la place est entière pour les personnes.
Et les organisations, c'était des syndicats, certains, des partis, certains, je ne les énumère pas, hein, des organisations caritatives, vous en doutez un peu, la LDH et le collectif de soutien aux personnes sans papier qui, vous allez le voir, a une place importante dans ce collectif. L'objectif du collectif, c'était de promouvoir un accueil des migrants et le respect des conventions internationales et des textes internationaux qu'on avait répertoriés. La Déclaration universelle des droits humains, et notamment dans son article qui a été dit largement hier, sur la liberté de circulation et le droit d'installation qui n'est pas inscrit dans la Déclaration des droits humains. Ça, il faut le dire. C'est le droit d'installation dans un pays, c'est pas le droit d'installation dans le pays où l'on veut aller. Et ça, c'est une avancée qu'il nous faut faire. Je rappelle aussi que la Déclaration des droits humains n'est pas contraignante. Donc on peut l'invoquer, bien sûr, certes, mais ce qui est contraignant, ce sont les conventions internationales, et les conventions européennes. Et il en existe sur la protection de l'enfant de droit de vivre en famille, d'avoir droit à la scolarité. Il faut s'appuyer sur tout ça. Et nous, on avait décidé de nous appuyer sur les lois pour les faire respecter, parce que là, on en est à l'heure actuelle, on peut dire, on est juste sur le respect des lois. On ne demande même pas des choses extraordinaires. Après, on pourra avancer, évidemment. Donc, nos actions sont de 3 types. Un type politique, interpeller les partis, les élus, intervention au niveau des écritures des lois, parce qu'il faut savoir que ces lois sur les étrangers ne tombent pas du ciel. Et il y en a eu, certaines sont récentes. Les droits de l'asile datent de 2015, les droits du CESEDA, c'est 2016. Donc je rappelle que c'était sous le gouvernement Hollande-Valls, et c'est pas encore Macron qui nous a fait ça. C'était bien sûr les héritiers des lois Sarkozy. Il faut le dire aussi, ça s'inscrit quand même dans une filiation. Notre action, elle est aussi juridique, en utilisant tout l'arsenal juridique possible pour que les droits des étrangers soient respectés, que ce soit en termes de droit d'asile et que ce soit en termes à d'autres titres, parce que là aussi, il en existe. Et donc, comme je disais hier, ça se fait beaucoup avec des avocats militants. Et bien sûr, des actions militantes, en organisant des mobilisations locales contre les expulsions de logements. Quand il y a une expulsion de logement qui nous est signalée, on se pointe à 9h du matin, parce que trop tôt, 9h c'est bien, pour être un certain nombre, et on dit, voilà, ils ne seront pas expulsés. Jusqu'à présent, ça s'est passé comme ça. Des expulsions des écoles, bon là maintenant ça se passe moins comme ça, des expulsions du pays, bien sûr. Et quand ces mobilisations ont lieu, c'est toujours avec les personnes concernées, bien évidemment, parce qu'elles sont médiatisées, ça passe dans la presse, il faut que les gens soient d'accord pour qu'on fonctionne de cette façon. On a fait aussi beaucoup de mobilisations devant les commissariats quand les personnes étaient interpellées pour, paraît-il, contrôle d'identité qu'ils connaissaient très bien. On organise des parrainages républicains, ça ce sont des parrainages qui se font en mairie, de façon tout à fait officielle, avec des parrains et marraines qui sont si possible des élus, et avec le soutien de la mairie quand c'est possible. Ça l'a été juste il y a 2 ans. La mairie s'engageait en disant Saint-Nazaire est ville d'accueil et de soutien de ces personnes-là. On participe aux mobilisations nationales ou régionales sur des mots d'ordre plus larges de régularisation des sans-papiers. Et bien sûr, tout ce travail se fait en lien avec le collectif de soutien aux personnes sans-papiers, qui, lui, organise des permanences tous les mardis, de 18 à 19h, pour accueillir donc toute personne qui a des problèmes de régularisation et pour les accompagner dans leur dossier juridique. Et je dis bien les dossiers juridiques. On ne fait pas, nous, l'accompagnement social comme d'autres ont pu être dit. On se limite à l'accompagnement juridique. Je ne dis pas qu'il est facile. C'est quand on reçoit quelqu'un qui nous dit « Ce soir, je ne sais pas où dormir », c'est pas facile. Et on leur dit « Téléphonez au 115 », et là, on sait très bien que le 115, il va mettre 6 heures pour répondre, et encore en disant « Vous n'avez pas de papier ?» Ben non, peut-être pas pour vous. Bref, nous travaillons en lien avec les organisations caritatives. Bien sûr, toutes ces personnes, on les redirige vers les organisations caritatives qui ont été nommées, et vers les services sociaux, dont c'est quand même le travail. Donc, nous, on tient beaucoup à ce que les institutions qui sont en place
fassent leur travail et les accompagnent dans toute leur démarche. Alors, dans tous ces dossiers que, oui, on voulait situer aussi par rapport à la ville. Donc Saint-Nazaire est à 60 km d'ici, c'est l'estuaire de la Loire. C'est une ville de 67 000 habitants à peu près. Tous les ans environ, c'est une cinquantaine de nouveaux dossiers qui sont ouverts. Je dis qu'ils sont ouverts parce qu'un dossier, ça peut durer 3 ans, 4 ans, 5 ans, voilà. Et on en arrive maintenant à 84 dossiers, 64 en 2016 pour vous donner une idée. Le plus souvent, ce sont des déboutés d'asile. Ça, c'est le vrai problème. Ce sont des déboutés d'asile dont on a rappelé que maintenant on dit leur vocation est de retourner dans leur pays et eux, ils ne veulent pas, quelle que soit la décision de l'OFPRA. Parce qu'on a parlé des décisions d'OFPRA hier qui étaient favorables à 37%. Il y a peu de temps, 7-8 ans, c'était favorable à 27%. Donc vous voyez ce que ça donne. Et ce sont des gens qui ne veulent pas retourner, parce qu'on pourrait reparler aussi comment se fait les décisions de l'OFPRA. La conclusion que je voudrais en dire par rapport à nos actions sur Saint-Nazaire. Bon, Saint-Nazaire, c'est vrai qu'il y a toujours un tissu militant qui est là et qui répond à nos appels. On a une liste de diffusion électronique. On a un réseau de vigilance téléphonique qui fait qu'on peut prévenir quelqu'un le matin à 9h pour leur dire qu'il faut se mobiliser devant le commissariat et en 3/4 d'heure, on peut être une cinquantaine. Il y a quand même des gens qui travaillent et tout ça, c'est pas facile. Et on arrive à empêcher des expulsions de logements jusqu'à présent. Je dis bien jusqu'à présent. Toutes les familles dont les enfants ont été parrainés à la mairie ont obtenu un titre de séjour. Toutes les personnes menacées d'expulsion pour l'instant sont dans leur logement. Mais les lois sont de plus en plus répressives. Et ça a été évoqué par Carole. Le gros souci quand même maintenant, c'est les avis d'expulsion qui ne sont pas donnés par la préfecture, qui sont donnés par les organisations gestionnaires des logements. Et là, on parle des déboutés d'asile, dont ce n'est pas la vocation. Et c'est vrai que là, nous, militants, on va se retrouver en porte-à-faux avec ces associations. Le collectif UCIJ ne veut pas faire de différence dans le soutien aux migrants, puisque nous, on traite des dossiers de migrants depuis 11 ans. Et on est sensible aux questions des migrants qui arrivent, ce qu'on appelle relocalisés en CAO, mais on a du mal à faire un peu la jonction entre tous ces gens-là, mais les problèmes vont être les mêmes, parce que les migrants qui arrivent, qu'on a appelés relocalisés, qui sont en CAO, ils vont être aussi déboutés d'asile. Et donc qui va s'occuper d'eux? Qui va mobiliser pour qu'ils puissent rester en France? Et ça, il faut que l'on arrive à se coordonner. Je pense que... Merci. Merci à tous les intervenants pour ces interventions d'introduction. Maintenant, la parole est à nous tous pour, comme vous l'entendrez, compléter, faire part de votre propre expérience, de vos propres pratiques, des problèmes auxquels vous vous heurtez, de la vision qui anime vos associations, vos collectifs, vos organisations. Donc il y a un micro baladeur, donc oui, il y a une demande là-bas, j'en profite de la proximité pour redonner la parole 30 secondes à Michel. Non, je voudrais juste intervenir, excusez-moi de reprendre la parole, c'est un peu pas très correct, mais il se trouve que n'est pas présent ici un collectif qui est très important de soutien, de solidarité à Nantes, qui s'appelle le collectif MIE. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui y sont ici, mais d'accord, ok, ah bah super, donc à ce moment-là, bah, j'arrête et je te laisse la parole. Alors, un tout petit envoi, est-ce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas être filmées? On est tous fichés. Ok, très bien. Pas de souci, on continue. On continue. Vous pouvez vous lever? Il est allumé? Ah, le monsieur a pas allumé. Merci. Ça marche? Ouais. On va monter le master. Attends. Si ça marche? C'est bon? Ok, merci. Alors je m'excuse, j'ai pas pu participer à la préparation, c'est pour ça que je peux pas être devant, mais effectivement je représente aujourd'hui le collectif mineurs isolés étrangers sur Nantes.
Donc j'avais pris la parole déjà hier, c'est peut-être un peu redondant hein, pour ceux qui étaient là, mais je voudrais quand même insister sur l'importance de ce collectif. Pourquoi ? Parce que donc, qu'est-ce qu'un mineur déjà isolé étranger ? C'est un jeune qui part seul de son pays. La plupart du temps, il a entre 14 et 18 ans. Donc vous imaginez se retrouver seul dans un pays à 14 ans, c'est très dur. Et donc en 2011, il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire qu'en 2011, l'État est devenu suspicieux envers ces jeunes qui avant étaient pris en charge sans problème. Et donc en 2011, on a décidé que ces jeunes devaient passer une évaluation. Donc en fait, ils passent devant plusieurs personnes, on leur pose des questions, l'entretien dure 1 heure, et au bout d'1 heure, la personne va décider si ce jeune est reconnu mineur ou non. Et donc s'il n'est pas reconnu mineur, il y a une non-reconnaissance de sa minorité, et ce jeune se retrouve à la rue. Donc aujourd'hui, on a à peu près 230 jeunes, même si on n'aime pas donner de chiffres, à Nantes, qui sont dans ce cas-là et qui sont à la rue. Donc un collectif a été créé, donc je fais partie de ce collectif depuis 2 ans, ça fait que 2 ans que je suis à Nantes, et donc les missions de ce collectif, c'est l'aide juridique, donc l'aide pour les papiers. Pour récupérer tous les papiers d'un jeune, ça coûte à peu près 460 € par jeune, c'est une approximation. Ensuite, il y a l'aide au logement, puisque ces jeunes sont à la rue. Donc on a plusieurs cas, on a des jeunes qu'on arrive à maintenir à l'hôtel. Ces jeunes-là, contrairement à ce qu'on pense, sont dans une grande détresse, puisque les hôteliers, une fois qu'ils doivent normalement sortir de l'hôtel, mais ils s'y maintiennent, leur coupent la télé, ce qui paraît stupide, mais pour un jeune qui n'a rien à faire de la journée, la télé c'est important. Et parfois, leur coupe aussi l'eau. Donc ils se retrouvent sans eau. Donc ils peuvent même plus prendre de douche, ils peuvent pas boire l'eau du robinet, puisqu'ils n'ont pas d'eau. Ils n'ont pas accès à la nourriture. Donc ça c'est pour tous les jeunes, pour ceux qui sont à la rue, pour ceux qui sont en squat, pour ceux qui se maintiennent à l'hôtel. Pourquoi ? Parce que la banque alimentaire n'est pas autorisée pour les mineurs. Donc le collectif doit prendre en charge aussi la nourriture, ce qui coûte à peu près 8 000 € par an au collectif. Ensuite, ce qui est important, c'est la scolarisation. Donc les jeunes n'ont pas accès à la scolarisation. Il faut savoir que cette année, on a fait une rencontre nationale de tous les collectifs de mineurs isolés de France. Cette rencontre a eu lieu à Nantes. Et la demande numéro 1 des jeunes, c'est pas un toit, c'est pas la nourriture, c'est la scolarisation. Donc, on a dû les aider. Donc, on a créé 3 écoles alternatives. Donc, une école d'éducation populaire, une école d'alphabétisation et une école qui s'appelle l'école hors les murs. Donc ça leur permet de rattraper un certain niveau et ensuite de pouvoir les scolariser, souvent en 3e, ou alors quand on peut en CAP, puisqu'il faut savoir que pour l'obtention d'un titre de séjour à leur majorité, ces jeunes doivent avoir effectué 6 mois de formation. Et donc souvent, l'État reprend en charge ces jeunes 1 mois ou 2 avant qu'ils aient 18 ans. Mais il faut savoir que la majorité de ces jeunes sont repris en charge. Donc tout ça, c'est du temps de perdu pour ces jeunes. Ensuite, je voulais ajouter aussi qu'il est important d'avoir un accompagnement, donc je dirais plutôt social, parce que mes amis qui sont là, comme Moussafa m'a dit « Ingrid, tu vas encore parler des mineurs, il faut parler aussi des majeurs ». Et donc, oui, bien sûr, c'est important et on lutte pour tout le monde, mais ces jeunes, vous imaginez bien qu'à 14 ans, quand on se retrouve à la rue, eh ben, ils ont besoin d'un accompagnement vraiment aussi affectif, dans le sens où quand un jeune va à l'hôpital, et bien effectivement, moi j'ai des appels à minuit où « Allô Ingrid, je suis aux urgences ». Et donc je vais aux urgences parce que ce jeune, il est seul. Et ça, c'est quelque chose de, je trouve, différent par rapport à un adulte qui gère sa situation comme il peut. Mais pour un jeune, c'est vraiment difficile. Voilà. Ensuite, j'avais encore une petite chose à ajouter. Je me souviens plus, je pense que j'ai peut-être tout dit. Ah oui, la dernière chose, c'est qu'à Nantes, la ville nous propose 15 lieux à réinventer. Donc Michel en a parlé ici, hier aussi, parce que je fais aussi partie de Gazprom. Donc ça, c'est hyper important, s'il vous plaît. C'est une petite carte, c'est gratuit. Et il suffit de la prendre dans toutes les mairies de Nantes. Et donc d'inscrire dessus que vous souhaitez effectivement l'ouverture, tout simplement. Je veux l'ouverture de centres d'accueil inconditionnel pour tous. Et c'est hyper important puisque grâce à ça, peut-être qu'on obtiendra quelque chose, même si bon, faut pas rêver. Voilà. Et c'est... Ah oui, la dernière chose que je voulais ajouter, c'est pour vous dire dans quelle détresse sont ces jeunes, c'est qu'ils font le 115 aussi. Et par exemple, l'année dernière, j'étais obligée de récupérer un jeune à 3h du matin parce qu'il avait été mis à l'accueil de nuit à Nantes. Et en fait, il s'était fait violenter
par un homme qui était très alcoolisé dans ce centre d'accueil. Donc, non seulement ils ont vécu un parcours très difficile, ils sont seuls, mais en plus l'État ne les prend même pas en considération lors d'un placement au 115. Donc voilà, c'est tout. Donc on a besoin de soutien, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Marc, juste une question, je crois que ça fait partie du débat. Vous avez parlé de parrain et de marraine, et je pense que c'est important de redire s'il y a vraiment une importance juridique à être parrain ou marraine, ce qui veut dire aussi, y a-t-il une graduation dans le fait d'être parrain, marraine éloigné ou pas, et sur lequel, effectivement, le fait d'être parrain, marraine, eh bien, justement, peut amener une logique de collectif derrière à essayer de construire quelque chose de renforcé pour la défense de ces personnes. Merci. Oui. Je pense par expérience que la notion de parrain-marraine peut être effectivement assez différente dans la conception qu'on en a selon les collectifs et dans les pratiques. Donc ça vaut le coup qu'on précise les choses. Alors on parlait tout à l'heure des parrains et marraines républicaines, donc républicaines. Là, il y a un acte de parrainage qui est fait, un acte civil de parrainage qui est fait à la mairie, mais ça reste quand même symbolique malgré tout. C'est un engagement, mais qui reste quand même symbolique et qui n'a pas d'effet juridique. Mais on s'engage, je suis marraine républicaine, on s'engage à soutenir le jeune et au cas où il arriverait quelque chose à ses parents, etc. quoi. Donc il y a quand même cet engagement moral, quoi. Et il y a un autre degré de parrainage et marrainage, au moins à Saint-Nazaire, et là c'est des citoyens où il n'y a pas de passage devant la mairie, devant l'état civil, quelqu'un de l'état civil, et là c'est juste un engagement moral envers la personne. Oui, je voulais compléter un petit peu. Oui, le parrainage, tu dis l'engagement moral, mais c'est vrai, il y a aussi un suivi que vous faites un peu aux familles. Il y a l'engagement, voilà, l'engagement peut être différent selon les. Et je sais qu'il y a des marrainages sur Nantes où il y a un suivi après, les gens s'engagent, le suivi, ce qui est assez lourd. À Saint-Nazaire, sur les parrainages dont tu parlais, les parrainages républicains qui se font à la mairie. Nous, ce que l'on veut, c'est une cérémonie officielle. Nous, ce que l'on souhaite, c'est que la ville aussi s'engage pour dire, nous aussi, on est solidaires. Ce qui a été fait dans les premiers parrainages, voilà. Et pour nous, enfin, nous pensons et nous médiatisons. La presse reprend bien. On n'a pas reparlé de l'importance de la presse. La presse, elle est sensible sur ces questions-là. Enfin, moi, franchement, c'est ce que j'en dirais néanmoins, même si c'est Ouest France et que tout le monde... Mais bon, ça fait rien. La presse reprend ces articles-là. C'est dit, le préfet ne peut plus l'ignorer. Et à partir du moment où c'est médiatisé, nous pensons que c'est important. Et quand je vous disais que toutes ces familles-là ont eu un titre de séjour, on peut penser, mais on n'en sait rien. On peut penser que ça a eu une importance. Il y a eu d'autres choses, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu des signatures de pétitions, 2500 personnes, il y a eu des élus et des sénateurs qui écrivent. Alors chacun va dire, oh ça ne sert à rien, mais on n'en sait rien. Le résultat qu'on voit, nous on voit le résultat. Et ce que je voudrais dire aussi, un truc que je n'ai pas assez dit, c'est que tout ça, y compris les étrangers, sont soumis à la bonne volonté du préfet. Il n'y a pas de règle, même s'il y a une loi, même s'il y a des règlements, même s'il y a du décret. Le préfet, il peut faire ce qu'il veut. S'il a des dublinés, il peut décider de ne pas les renvoyer dans le pays d'origine. Il peut décider de traiter tout de suite la demande d'asile. Il peut décider aussi d'attendre. Enfin, etc. Et on voit bien sur les mesures d'expulsion. Les mesures d'expulsion, excusez-moi, j'en reparle. C'est indigne en ce moment. Les familles déboutées d'asile qui sont dans les logements appelés CADAS et les centres d'accueil pour les demandeurs d'asile. C'est un droit international. Quand on est demandeur d'asile, l'État doit fournir un logement, un revenu, en attendant que ce soit traité. Ça n'a rien d'extraordinaire, c'est pas français, c'est pas une générosité française. C'est le droit. Le droit, la France l'applique, il y a un logement. Quand les familles sont là depuis 4 et 5 ans, c'est ce qu'on avait. Leur demander de partir tout de suite. Tout de suite. Maintenant, on leur demande de partir de suite.
alors ils ont le droit de demander un titre de séjour. Ben, ça, c'est indigne. Et ça, maintenant, sur ces questions-là, c'est là qu'il va falloir nous bagarrer, y compris avec les avocats, si possible, mais ça, c'est un peu bloqué. Mais le préfet, s'il veut, il n'est pas obligé d'expulser. Nous, on a vu des associations gestionnaires ont donné l'avis d'expulsion à une famille. Et je vais la nommer, c'est la famille Tataïef à Saint-Nazaire. Elle vient d'avoir son titre de séjour, donc je peux leur en parler. Elle a eu son avis d'expulsion par l'association gestionnaire. Elle a eu un l'avis de l'association gestionnaire, selon la préfecture l'oblige un peu, on va dire, peu importe, parce qu'il faut dire que ces associations, comment elles vivent, c'est des appels à projets, c'est l'État qui leur donne des subventions. Voilà, un peu compliqué. Donc, deuxième avis d'expulsion. Nous, on a été au tribunal, on a accompagné la famille au tribunal contre l'avis d'expulsion. Le tribunal administratif, il a dit, le préfet, il peut ordonner l'expulsion avec les forces de police comme il le désire. Dès le lendemain, les militantes se sont mobilisées, pas moi, et ont été de 4 à 6 heures le matin devant le logement de la famille pour voir si la police arrivait. Et en fait, la police, elle n'est jamais arrivée, elle n'est jamais venue. Et puis, 9 mois après, la famille n'a pas été expulsée et elle a son titre de séjour. Alors le préfet, il fait ce qu'il veut. On veut répondre. C'était pour parler des parrainages républicains, ce qu'on a pratiqué, ce qu'on pratique encore en Blain, parce qu'on a effectivement des municipalités qui n'ont jamais été hostiles à notre association, ni entre parenthèses à la cause des migrants. Il me semble que dans les premiers temps, ça fonctionnait. Quand sur les dossiers, c'était un plus. Il y avait évidemment la presse. Au jour d'aujourd'hui, dans les derniers parrainages qu'on a fait, et voire même parrainage d'adultes, bon, ça doit être peut-être la nouvelle préfète aussi, voilà. Pardon ? Il n'y a pas d'expulsion. Non. Vous levez ? Je me lève, d'accord. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Mona. Nous, on est un collectif, on vient de Niort, dans les Deux-Sèvres. Au mois d'avril, on a eu 8 familles qui ont été expulsées du CADA. Donc on s'est retrouvé avec 8 familles à la rue. On a dû squatter, faire une occupation à la maison des associations de Niort pendant 1 mois. On a réussi avec les maires de la Cannes de Niort, aux alentours, de trouver des maisons pour certaines familles. Donc il y en a qui ont été acceptées dans des communes, d'autres qui sont encore compliquées. Donc sur les 8 familles, il y a 4 familles qui sont vraiment logées. Là-dessus, on a créé le 100 pour 1. Je ne sais pas si vous connaissez. Dans les Deux-Sèvres, en fait, c'est 100 personnes qui vont donner 10 € par mois pour 6 mois, 1 an, qui s'engagent, et ce qui permet de payer en fait le loyer pour une famille. C'est pas forcément des familles de migrants, ça peut être aussi des familles qui sont à un moment donné dans la difficulté. Voilà. Moi, j'avais une question par rapport au travail, puisqu'on a des familles qui ont des promesses d'embauche. Comment ça se passe au niveau des papiers, puisqu'ils nous disent qu'on a des promesses d'embauche, mais pour avoir du travail, il faut avoir les papiers, mais comme on n'a pas les papiers, on n'a pas de travail. Enfin, comment on peut les aider là-dessus, et sachant qu'il y en a qui ont des promesses d'embauche. Voilà. Oui, ben on répond à... D'accord. Oui. Il vaut mieux prendre le micro. Oui, sur la question du travail, qui revient souvent, il faut savoir, comme on vient de le répéter, que les préfectures font ce qu'elles veulent. Par exemple, en Ille-et-Vilaine, maintenant, c'est une exigence. Quel que soit le titre de séjour, on nous dit clairement, même si ce n'est pas inscrit dans la loi, un dépôt de demande de titre de séjour sans promesse d'embauche n'a aucune chance d'aboutir. Donc voilà, on se bat contre ça. Et une promesse d'embauche, il faut que ce soit dans un domaine sous tension. Donc il faut savoir que les domaines sous tension, c'est par secteur géographique, c'est-à-dire qu'à Niort, ce ne sera pas forcément les mêmes métiers qu'en Ille-et-Vilaine. Alors évidemment, c'est tous les boulots ingrats que personne ne veut faire. En Ille-et-Vilaine, c'est l'agroalimentaire, c'est la sécurité, le nettoyage. Par exemple, la restauration et le bâtiment, qui sont des secteurs sous tension, ne sont pas inscrits dedans. Alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de manque de main-d'œuvre dans ces secteurs-là et qu'il est souvent assez facile d'obtenir justement des promesses d'embauche dans ces secteurs-là, mais malheureusement, ce n'est pas inscrit dans la liste des secteurs sous tension. Donc la procédure, normalement, c'est il faut aussi faire valider sa promesse d'embauche devant la direction du travail, la directe. Donc c'est tout un processus qui est très très long.
Voilà, il se renvoie la balle avec la préfecture, mais de toute façon, la décision définitive, comme l'a répété Elisabeth, revient toujours au préfet, à son fameux pouvoir discrétionnaire que nous on appelle tout simplement l'arbitraire, quoi. Voilà. J'aurais rajouté quelque chose parce que c'est quand même important cette question du droit au travail, parce que ça montre bien comment les gens peuvent se solidariser et comprendre quelles sont les lois aujourd'hui qui sont en vigueur, parce qu'en fait, contrairement à ce que très peu de gens savent, ça date de Giscard d'Estaing qu'on ne peut plus être régularisé par le travail, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un plein droit de séjour par le travail, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vérité, le seul moyen en fait de trouver, d'avoir un titre de séjour par le travail, c'est en fait d'être au pays, demander un visa long séjour pour travailler, et si on obtient ce visa long séjour, on travaille. Autant dire que c'est quasiment impossible. Et donc, toutes les demandes de promesses d'embauche, etc., qui sont demandées par les préfectures, ne sont que dans l'ordre du discrétionnaire, c'est-à-dire que c'est à la bonne volonté du préfet. On n'est pas du tout dans le droit. Et ça, c'est vraiment important, parce qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de personnes véhiculées aussi par les fantasmes de Le Pen, par exemple, qui disent que on régularise, les gens se régularisent parce qu'ils trouvent un travail. C'est pas vrai, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de droit au séjour par le travail. Juste pour finir, évidemment, comme tu le disais, aller démarcher les employeurs quand on n'a pas de papier pour avoir une promesse d'embauche, c'est très compliqué. Donc il faut savoir que ça entraîne évidemment des dérives. Je vois par exemple, nous, comme maintenant c'est une exigence de la préfecture, et il y a des employeurs qui n'hésitent pas à réclamer de l'argent, 1000 € pour fournir une promesse d'embauche. Donc voilà, c'est la préfecture qui encourage ce genre de dérive, quoi. Et c'est pas facile. Et savoir aussi qu'un employeur qui embauche une personne étrangère, de toute façon, aura en plus une taxe à payer, qui est aussi aux alentours de 1000 €. Donc c'est pas facile de trouver du boulot. Oui, bonjour, je voudrais parler, je suis du Vaucluse, de RESF du Vaucluse. Et dans le Vaucluse, on a récemment beaucoup de jeunes mineurs non accompagnés, comme ils appellent ça, qui sont à la rue. Et donc on a essayé de les scolariser, ça marchait dans la plupart des cas. Et quand il n'y avait pas de logement possible, ce sont même les lycées, les collèges, les lycées surtout, qui les ont pris en internat sur les fonds sociaux de l'État. On a réussi à en placer plusieurs comme ça. Et on a des parrains bénévoles qui les prennent le week-end pour les vacances scolaires. Et ils sont mis dans des classes au début de primo-arrivants. On a réussi à en caser plusieurs comme ça. Et donc, pour une autre question pour le travail, j'ai vu à Grenoble quelque chose qui me paraissait intéressant. C'est une cantine solidaire qui a été créée par des migrants, par une association qui soutenait des migrants, et dans lesquelles des femmes travaillaient pour préparer de la cuisine après les marchés. Et ceux qui vous pouvez payer, c'est comme au chapeau, qui pouvaient payer plus, donner plus, et ça permettait, ils ont pas mal de Roms là-bas, de familles Roms, à des familles Roms de manger pour 1 €. Et justement, après, comme ils n'étaient pas, on ne peut pas salarier des gens qui n'ont même pas de papier, donc ils se partageaient les bénéfices une fois déduits les frais. Et ça marchait comme ça, et on a pensé, nous, de faire ça. Et on peut aussi, il y a des moyens par la recyclerie d'obtenir que des gens qui ne sont, sans les salariés, d'obtenir qu'ils réparent, qu'ils travaillent un petit peu, et ensuite que l'association de la recyclerie leur verse des frais. Bonjour, je suis du Maine-et-Loire. Je voudrais revenir sur la question des déboutés du droit d'asile, entre autres. Je voulais savoir en Loire-Atlantique, aujourd'hui, par rapport à la proportion des déboutés du droit d'asile, combien réellement ont été reconduits à la frontière? Parce qu'en réalité, nous, quand on parle de ça avec la préfecture, et on a 2 familles dans les Mauges, là, sur lesquelles on est mobilisés, qui sont déboutées du droit d'asile pour la 3e fois.
des enfants sont nés en France. Aujourd'hui, on arrive à les 4 ans et 3 mois, avec toute la procédure, à peu près, du circuit de la demande d'asile. Donc aujourd'hui, sur quoi on va se reposer? On se repose sur la circulaire Valls pour essayer de patienter aux 5 ans, dans la mesure où on a des enfants qui sont scolarisés, qui ont montré une grande assiduité à la scolarisation. Et puis la circulaire Valls, eh bien, je le redis parce qu'il ne faut pas hésiter, il faut bien la connaître, à s'y appuyer dessus, parce que dès lors où il y a des signes de ce type d'intégration, enfants nés en France, des enfants qui sont scolarisés, eh bien, à refaire appel pour effectivement, au bout des 5 ans, à vraiment permettre la régularisation de ces familles. Donc, et en plus, ce qu'on constate, et ça c'est le rapport de la Cour des comptes 2013, je ne sais pas si vous savez combien coûte le retour à la frontière, le renvoi d'un débouté du droit d'asile. Si je vous dis 3 chiffres, je vous dis ça coûte 5 000 €, 10 000 €, 20 000 €, 20 000 € exactement. Donc ça veut dire qu'un débouté aujourd'hui qui va être reconduit par l'État, ça coûte 20 000 €. Rapport de la Cour des comptes 2013. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on voit bien qu'aujourd'hui, l'État, qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse véritablement pourrir les situations en demandant aux associations de porter cela. Et effectivement, c'est important qu'on puisse recenser dans chacun de nos départements. Eh bien aujourd'hui, par rapport au nombre de déboutés, combien sont réellement reconduits à la frontière? Combien de situations l'État laisse pourrir? Parce que finalement, après, ça c'est aussi un moyen de lutte et de revendication. Cet argent que vous ne dépensez pas parce que elle vous coûterait beaucoup trop, à un moment donné, il faudrait peut-être la répartir pour permettre l'intégration. Parce qu'avec ces 20 000 €, je crois qu'on pourrait largement trouver des logements et permettre de réintégrer ces gens-là. Voilà ce que je voulais dire. Je suis à La Roche-sur-Yon, et donc à La Roche-sur-Yon, c'est la CIMAD qui est la grosse association donc, qui gère la problématique des migrants, qui s'est entouré d'un réseau qui s'appelle Welcome et qui lui va plus s'occuper des problèmes de logement. Je ne redis pas un certain nombre de choses parce que je me retrouve complètement dans tout ce qui a été dit par tout le monde. Ce que je voulais juste rajouter par rapport au 115, en plus des difficultés d'accès et d'avoir effectivement une réponse, quand il y a une réponse, et en particulier pour les célibataires, eh bien, on leur dit, eh bien, cette nuit, tu vas aller à Chaland. Et tu iras à Chaland pour 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits. Et après, eh bien, il n'y a plus de place à Chaland, donc, où on a décidé de ne plus le mettre à Chaland, et on va le mettre à Fontenay-le-Comte. Et en fait, ce qu'on n'assure pas, c'est le coût du transport. Alors, ce qui aboutit à des choses, c'est-à-dire que soit ils ont un peu de sous pour payer le transport, soit ils n'ont pas de sous et puis ils peuvent monter illégalement dans les trains, c'est encore possible, mais dans les cars, c'est difficile. Soit, eh ben, ils ne vont pas dans les endroits qui sont prêts. Et à ce moment-là, ils peuvent être pénalisés parce qu'effectivement, ils ne répondent pas positivement au 115. Donc voilà. J'ai un petit peu des petites choses que je voulais rajouter par rapport à ce qui a été dit. Bonjour, moi je voudrais poser la question à toutes les gens qui ont beaucoup d'expérience. Là à Laval, il n'y a pas de collectif des migrants, il y a des collectifs sur le logement, mais pas spécialement sur les migrants. Dans la troupe de théâtre que j'anime, il y a donc 34 personnes, il y a 18 réfugiés de 12 pays différents. Parmi eux, il y en a 3 aujourd'hui qui sont cachés. Et donc la question que je voudrais vous poser, c'est donc la question de attendre 4 ans et 8 mois, 5 ans. Alors, quelle est la stratégie que vous préconisez? Les migrants qui me posent cette question, ils sont cachés, ils n'ont pas pu venir aujourd'hui, ils ont eu peur qu'ici, parce que c'est un repère de bandits et les hélicoptères, ils avaient peur d'être repérés. Donc je dois revenir à Laval avec une réponse de vos expériences. Merci. Merci. Désolée, j'avais noté une liste, mais il y a plein de choses qui ont été dites. Vous pouvez vous mettre debout? Bonjour, merci pour les interventions. C'est pas grave. Donc, j'étais contente de voir que qu'à Niort aussi, on fait le 100 pour 1. Alors, moi, je viens de Mulhouse et on a des problématiques un petit peu différentes parce qu'on est sur la frontière
Donc on a vraiment toutes les arrivées qui arrivent. Par exemple, il y a 2 mois, on a eu beaucoup d'arrivées de Macédoine, de Roms de Macédoine. On ne sait pas pourquoi ils arrivent, mais d'un seul coup, devant la gare, il y a des familles qui campent, comme on peut voir dans d'autres pays. Hein. Quand on va en Serbie, c'est pareil, ils occupent les places. À Mulhouse, on en est rendu là certains jours. C'était aussi pour parler de la préfecture. Chez nous aussi, on a été obligé de négocier avec eux parce qu'avec les arrivées qui arrivent, qui sont massives, il y a eu pendant l'hiver un plan d'urgence qui a été fait pour accueillir les gens, mais dès que l'hiver s'est arrêté, on a refermé les dispositifs. Il faut toujours aller négocier pour retrouver des places pour les personnes qui arrivent encore. Et je voulais aussi dire que ce qu'on essaye de faire aussi, c'est plus de la sensibilisation. Parce qu'en fait, on reste un peu toujours dans nos réseaux et du coup, on a créé des cercles de la parole, on a des réunions sur la Syrie, par exemple, pour essayer de comprendre un peu quels peuvent être certains mouvements de migrants qui viennent chez nous. On organise aussi des rencontres dans la rue. Alors, le 18 décembre, c'est la journée mondiale des migrants, enfin l'une des 3 journées qu'il y a dans l'année. Et du coup, dans la rue, on essaye de sensibiliser les gens en faisant des quiz où ils se rendent compte que pour combattre les idées reçues. Et je trouve que c'est vraiment très important de se former là-dessus. Alors l'année dernière, on a organisé un forum qui s'appelait Humanité sans limite et c'était vraiment très chouette. On avait des gens de l'AEDH, donc l'Association européenne des droits de l'homme, donc le chapeau de la Ligue des droits de l'homme. Et voilà. Et ce serait vraiment bien que peut-être à la fin, on prenne les adresses de tout le monde pour qu'il y ait un vrai réseau, parce que comme vous disiez, on ne se connaît pas, on est tout seul dans notre coin. Voilà, Mulhouse, Niort, le Vaucluse, voilà. Merci. Bonjour, moi je viens de Rouen, donc je suis aussi et en fait nous ça fait déjà 1 an qu'il y a des collectifs qui s'organisent pour l'accueil des demandeurs d'asile. Et là en fait il y a 3 semaines on a eu un groupe de 50 personnes de demandeurs d'asile qui sont arrivés à Rouen. Et donc là il a fallu gérer la situation en urgence. Voilà, donc on les a installés sur des plaines qui se sont fait expulser au fur et à mesure et reculer du centre-ville progressivement. Et on a subi 2 expulsions où en fait ils ont emmené tout le monde à la police aux frontières et ensuite ils ont fait le tri, centre de rétention. Certains ont été placés, donc sont demandeurs d'asile ont été placés. On a des rendez-vous qui arrivent à la préfecture qui arrivent qu'en novembre, donc à la place qui sont très éloignés sur la durée. Et là en fait on a 12 personnes qui sont nous. Pardon, désolé, je suis un peu. On a ouvert un gymnase là avec les élus sur les Hauts-de-Rouen et on a par contre avec les expulsions 12 personnes qui sont en centre de rétention et donc on a une des jeunes filles qui vient de se faire emmener à l'aéroport qui a fait son premier refus d'embarquement et je voulais savoir nous comment on peut agir pour empêcher les expulsions à l'aéroport. Est-ce qu'il y a alors j'ai entendu parler de collectifs qui s'organisaient pour empêcher les avions de décoller, tout ça, mais je voulais savoir comment nous on peut agir pour j'aimerais bien savoir s'il y en a ici, si on peut avoir des liens, tout ça, voilà. On peut... Bonjour, moi je suis parisienne et nous avons un collectif à Paris qui s'appelle la Chapelle Debout. Voilà. Et je voulais vous parler des actions justement. Alors j'ai fait le tour et j'ai perdu ce que disait la dernière personne, mais j'ai entendu aéroport. Et est-ce qu'on pouvait faire des échanges? Alors justement, on est là pour ça, pour rencontrer d'autres collectifs en France. Donc on peut échanger effectivement les coordonnées. Et il y a des personnes à Paris qui essayent de créer un réseau justement national de tous les collectifs, qu'on se connaisse et qu'on échange des pratiques. La Chapelle Debout organise 4 actions en ce moment concrètes. La première, on l'appelle la brigade anti-rafle, la barre. Et c'est pour aider les migrants à la rue contre les rafles policières. La deuxième, c'est la BAC, c'est la brigade anti-CRA. Et là, on va dans les CRA et on va rencontrer les personnes, on recueille leurs témoignages et on prépare des petits tracts pour pouvoir ensuite agir par l'action qui s'appelle la BAD. Et la BAD, c'est la brigade anti-déportation justement. On se rend dans les aéroports et on parle avec les passagers. Il faut savoir que le pilote a le droit de refuser qu'un passager déporté de force soit à bord, puisque le pilote doit s'assurer de la sécurité de ses passagers en vol.
Donc, on va sensibiliser les personnes dans les aéroports pour leur expliquer ce qui se passe et qui est dans leur avion, avec qui ils voyagent, quelle est l'histoire de cette personne. Succinctement, nous ne donnons que des informations autorisées par les personnes elles-mêmes, que nous allons donc rencontrer avant. Et ensuite, la dernière action est une action de recueil d'informations par rapport à tout le circuit responsable de la déportation. Quelqu'un a parlé justement du prix, du coût d'une déportation, et que ce serait mieux, plutôt que de laisser des déboutés à la rue. Et je voulais peut-être, ensuite, si tu veux rajouter quelque chose, ajouter un point là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on déboute les gens mais qu'on ne les renvoie pas? Parce que oui, ça coûte cher. Mais parce qu'on doit aussi organiser la flexibilité du travail. Et la flexibilité du travail, ce sont les sans-papiers. Et il faut vraiment faire le lien entre justement une lutte pour l'égalité des droits, pour l'accès aux droits de tous, pour la possibilité la liberté de circulation et d'installation, mais aussi ce qui concerne les gens qui pensent que l'immigration et que les immigrés, ça ne les concerne pas. Et en fait, oui, ça nous concerne tous. Parce qu'on organise aussi toute la dérégulation du travail, tout est lié. Et donc voilà moi ce que j'avais à dire par rapport à ça. Et si on peut échanger des informations, en tout cas des contacts, pour rester en lien, ce serait super. Moi, je n'ajouterai pas grand-chose. Juste pour vous donner une idée, là, ces derniers temps, depuis 2009, la France n'avait pas expulsé de personnes d'origine afghane. Et là, elle a repris depuis le nouveau gouvernement. Et donc, du coup, c'est les dernières actions qu'on a faites, c'est ces mobilisations sur les aéroports pour les personnes d'origine afghane déportées directement à Kaboul via Istanbul sur Turkish Airways. Et pour l'instant, sur toutes les actions qu'on a menées, on a réussi à empêcher toutes les déportations. Elles ont toutes réussi, donc c'est quelque chose qui marche. Et si on arrive à stabiliser, on peut réussir à empêcher toutes ces déportations. Je vais ajouter que c'est vraiment grâce aux passagers. On a une action sur le terrain, il y a une action en amont qui demande du temps et de l'investissement. Et d'ailleurs, donc on peut échanger avec des groupes qui aimeraient faire ça, par exemple le CRA de Rennes, ou autres. Mais c'est vraiment c'est aussi grâce aux passagers, et que Turkish Airlines, on est en train de regarder, de se dire quelle population est sur Turkish Airlines. On n'a pas forcément toujours le même succès, je suis navrée de le dire, sur des compagnies européennes. Il faut se poser la question du pourquoi. Voilà, je pense que nous, on n'a pas l'habitude d'être dans des situations comme peuvent être des Irakiens, des Turcs, des Kurdes turcs, des Afghans, parce qu'il y a des Afghans sur les vols et qui savent très bien ce que ça veut dire de vivre dans des États en guerre, dans de grandes difficultés. On n'a pas forcément ce genre, on n'a pas le même taux de réussite sur des vols européens. Voilà, parlons d'Air France par exemple, qui fait aussi ce genre de déportation. Ça rapporte énormément d'argent. Il faut aussi prendre en compte la question de l'argent, de l'enfermement. C'est un business. Il y a des bouquins là-dessus. Il me semble, Claire Rodier, si je ne me trompe pas, sur le business de l'enfermement, qui serait intéressant de lire. Et encore une fois, pour dire, on est tous concernés. Qu'est-ce que c'est? Quel projet de société avons-nous? Quelle civilisation défendons-nous? C'est ça aussi, finalement, être solidaire de cette cause-là. Il y a eu quelques questions de poser, je propose que vous répondiez. Alors, vous ne disputez pas le micro. Oui, bon, je vais répondre sur deux choses. La première, bon, très rapidement, parce qu'on a déjà beaucoup parlé, c'est la question des expulsions, puisqu'il faut savoir que c'est la hantise de beaucoup de gouvernements depuis très longtemps de réussir les expulsions, et qu'en fait, le taux de réussite, il est très faible, et en grande partie parce que ils n'arrivent pas en fait à obtenir les sauf-conduits en fait qui leur permettent d'expulser, c'est-à-dire que les pays qui sont vers lesquels on envoie les étrangers, ils disent non, nous on n'en veut pas. Et donc il faut savoir, et on en a parlé au premier forum, c'est le fait que les accords de réadmission aujourd'hui sont en train de se mettre en place avec une efficacité redoutable, parce qu'en fait on conditionne en fait avec ces pays-là les aides économiques que l'on apporte
au fait qu'ils vont accepter les réadmissions, même si c'est des gens qui ne sont même pas des ressortissants de leur propre pays. C'est-à-dire qu'ils vont accepter des réadmissions. La Côte d'Ivoire, par exemple, va accepter des réadmissions venant de personnes maliennes ou autre chose. Voilà. Donc c'est vraiment absolument dégueulasse, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui va augmenter beaucoup les taux d'expulsion, et d'où l'importance justement de ce que disaient les copains parisiens. Sur Nantes, il y a eu un moment un groupe qui le faisait, mais malheureusement il n'existe plus, qui intervenait sur l'aéroport pour essayer de bloquer les avions. Et c'est vrai que ça, c'est des collectifs comme cela, c'est important parce que ça peut permettre, je dirais, de ralentir ces expulsions. Alors la deuxième question, c'était la question qui était posée sur le fait une fois qu'on est clandestin, une fois qu'on est débouté, qu'on n'a pas de papier, qu'est-ce qu'on peut faire pour être régularisé? Et là, bien sûr, la question, c'est que les régularisations à la durée n'existe pas d'un point de vue automatique, parce que ça a été aussi supprimé par Sarkozy, puisque avant il y avait une régularisation des 10 ans, c'est-à-dire que quand on pouvait attester de 10 ans de présence sur le territoire, eh bien on avait de plein droit un titre de séjour. Ça a été supprimé maintenant il y a un certain temps, et ça reste valable que pour les personnes de nationalité algérienne qui sont soumis à un accord franco-algérien spécifique qui leur permet de continuer à bénéficier de cette mesure. Donc en dehors des Algériens, personne ne peut en bénéficier. Maintenant, par contre, effectivement, on a parlé de la circulaire Valls qui parle de 5 ans, mais les 5 ans, c'est pour surtout les gens qui sont dans cette situation de famille, c'est-à-dire il faut que les personnes soient, je dirais, famille et plutôt avec enfants, pour avoir des chances de bénéficier d'une régularisation exceptionnelle, en application d'une circulaire d'un ministre de l'Intérieur qui aujourd'hui ne l'est plus depuis un moment. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a changé de gouvernement, et le nouveau ministre de l'Intérieur, j'ai bien peur qu'il ponde une circulaire d'ici peu qui va remettre en cause même ces régularisations exceptionnelles qui étaient faites au compte-gouttes. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. La seule chose qu'on peut dire, c'est que tous les étrangers le savent, ceux qui sont sans papier, c'est qu'il faut s'accrocher, il faut garder les preuves de sa présence, parce qu'on pourra à un moment l'apporter, la preuve qu'on est ici, apporter des preuves d'intégration entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a participé à des associations, qu'on a connu des gens, qu'on a fait des tentatives de travail, même si ça a été des travaux des fois plus ou moins clandestins et tout, peu importe, tout ça, ça peut servir. Et je crois que de toute manière, il faut s'accrocher, parce que bon, il n'y a pas d'autre solution. Donc voilà, en faisant bien sûr attention de ne pas se faire choper. Je complète aussi ce que disait Michel. Je suis contente que tu sois intervenu par rapport à ça, parce que les personnes dont tu évoques la situation ont été placées, qui sont dans la clandestinité maintenant et qui n'ont pas été présentes malheureusement aujourd'hui pour la représentation des suppliantes. Moi, j'aurais eu tendance à dire qu'il aurait fallu qu'elles soient présentes aujourd'hui. Je crois que la clandestinité dans leur situation, c'est pas forcément le meilleur choix. Je crois qu'au contraire, l'exposition médiatique les protège. La preuve, c'est que ce qui s'est passé quand on a été placé au centre de rétention de Rennes, juste rapidement, elles étaient assignées à résidence, elles sont allées signer. Là, on leur a informé qu'elles avaient un vol quelques heures plus tard et qu'elles allaient être conduites à l'aéroport à Paris, sans leur avoir laissé le temps de prévenir leur entourage et de rassembler un maigre bagage. On a voulu comme ça les accompagner directement à l'aéroport. Donc c'était donc 2 sœurs jumelles qui jouent dans les suppliantes et qui étaient absentes aujourd'hui. Donc elles ont refusé de partir à l'aéroport, et du coup on les a placées au centre de rétention. Et c'est vrai que là, grâce à leur engagement associatif, de leur participation dans la pièce et tout, il y a un réseau qui s'est activé en quelques minutes. Moi j'étais informée aussi. On a relayé, les médias ont tout de suite voulu faire des sujets, voilà, c'était un sujet qui les intéressait. Si elles n'avaient pas eu cet engagement-là, je pense qu'aujourd'hui elles seraient dans leur pays d'origine. Et là, c'est un bon exemple d'engagement et de citoyens, c'est qu'en quelques heures, le préfet a reculé. C'est-à-dire, avant l'audience, il les a fait libérer, quoi. En sentant justement la pression médiatique et puis la mobilisation qui en quelques heures avait pris de l'ampleur, quoi. Donc je crois qu'il faut leur dire qu'il faut sortir justement de cette clandestinité. Malheureusement, j'ai pas de réponse. Le droit des étrangers, c'est pas une science exacte. Hein. Donc les 5 ans, c'est pas forcément pertinent d'attendre 5 années. Si justement parce que en plus de la fameuse promesse d'embauche, maintenant il y a aussi une exigence d'engagement bénévole dans des associations. Donc voilà, il faut plutôt les encourager à reprendre leurs activités plutôt que de rester dans la clandestinité. Merci. Alors, il nous reste 10 minutes si on gratte un peu, 12-13. Alors, il y avait une demande ici.
J'en ai une autre. Je sais pas, tous les deux là, du coup? Il y en a deux là, toi encore, et puis Babette. Et moi, Mamadou, tu veux aussi? Mamadou, c'est toi qui feras la conclusion? Bonjour, je ne vais pas être très longue. Là, je voulais simplement dire qu'il y avait un collectif à Segré. J'ai raté 10 minutes, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui en ait parlé. Un collectif à Segré qui soutient des familles de demandeurs d'asile qui sont de Tchétchénie. Et on a baptisé une place qui s'appelle la place du droit de l'homme. Et tous les 15 jours, entre 11h et midi, on essaie d'y aller vraiment le plus possible. Et on tourne pendant 1 heure autour de cette place pour montrer vraiment qu'on est là. Et pour montrer à la préfecture, à la mairie, etc., qu'on soutient ces familles et qu'on fait ce travail avec eux pour qu'ils soient reconnus. Et on a fait des parrainages républicains, sauf que la mairie de Segré n'a pas voulu ouvrir ses portes. Donc ça s'est fait sur le parvis de la mairie. Et après, il y a eu un pique-nique et voilà. Donc on essaie de continuer dans ce collectif de Segré, Maine-et-Loire. Il y en a une demande ici. Bonjour, merci pour votre intervention. Je ne sais pas si vous avez parlé de... Là, vous m'entendez? Si vous avez parlé de l'association Utopia 56, elle vient en aide aux migrants à Calais, à Grande-Sainte et à La Chapelle. Elle fait un travail extraordinaire. Je peux vous dire que la première fois que j'étais à Calais, dans la jungle de Calais, j'ai jamais vu autant de petites palais de fumigènes, de gaz lacrymogènes. Il y a une violence invisible qu'on a vécu nous en tant que jeunes, notamment à Rennes, contre le mouvement de la loi travail, où on a été victime de violences policières. Et je peux vous dire qu'à dans la jungle, c'est des situations qui sont indignantes. Et on devrait tous être sensibles à ça. L'enjeu numéro 1 est de mobiliser l'opinion publique, car de ce qui nous reste de ce semblant de démocratie, c'est de mobiliser l'opinion publique pour que ça atteigne nos politiques. Et même, ça c'est la vision abstraite, indirecte, mais directement nous, on a un enjeu de réseau. Le réseau est une première source de motivation dans la vie. On peut y arriver, on peut dialoguer et partager nos contacts. Je vous invite juste à ce qu'on se rejoigne ici à la fin. Il y a Utopia 56, on fait des actions à Rennes. Vous pouvez aller à la jungle de Calais, pas à la jungle de Calais, mais aller aider sur le terrain à Calais. C'est 5 € la nuit, l'hébergement, tout est quasiment pris en charge. Et c'est super simple d'y aller, je vous invite à y aller, ça s'appelle Utopia 56. Il y a aussi une association qui s'appelle d'ici ou d'ailleurs à Rennes, qui apprend le français à des migrants ou des réfugiés. Et il y a des actions aussi originales qui touchent l'opinion publique, qui nous permettent de nous réapproprier l'espace public. On va faire une disco soupe, notamment à Rennes, c'est pour projet. Et en gros, si vous voulez participer à ça pour faire des soirées de soutien aux réfugiés, aux migrants, c'est avec plaisir. Voilà. Oui, mais je vais faire très court. Donc ce matin, on a créé l'association culturelle des Afghans de France. On va déposer les statuts à la préfecture la semaine prochaine. Il y a actuellement 2 Afghans, à ma connaissance, qui donc sont en recours à la CNDA. Et étant donné que le CAO ne fait rien, c'est des bénévoles qui sont obligés de s'occuper des dossiers. Et sur la Loire-Atlantique, il n'y a pas de mobilisation par rapport aux demandeurs d'asile et aux expulsions. On met trop l'accent sur le logement et pas assez sur la demande d'asile. J'arrête pas de le répéter et on n'arrête pas à plusieurs de le répéter, mais ça me paraît important. Et je sais bien que ça ne plaît pas ce que je dis, mais par exemple, j'ai entendu tout à l'heure, dans les CAO, ça va être des déboutés. Pourquoi est-ce que ça va être des déboutés? Ça n'est pas du tout une fatalité. Bien sûr, si on ne s'occupe pas de leur dossier, c'est certain, vu ce que j'ai vu, qu'ils vont être déboutés du droit d'asile. Par contre, si on prend le dossier en main, si on traite vraiment, si on envoie des mémoires à la CNDA, si vraiment on traite les dossiers, ils ne seront pas déboutés du droit d'asile. Donc il y a d'autres régions, je suis désolée, je demande la parole et si vous n'êtes pas content, vous m'écoutez pour l'instant. Donc il y a d'autres... Ben oui, non, mais il y a d'autres régions... Mais oui, il se pose comme ça. Donc il y a d'autres régions où les collectifs soutien migrants travaillent avec les CAO et s'occupent des CAO, alors qu'en Loire-Atlantique, on oppose les CAO et les migrants. Ça ne plaît pas ce que je dis, mais je voulais le dire. Alors, oui. 2 minutes encore, je m'excuse parce que c'était vraiment une demande des jeunes et c'était de présenter le journal Je suis là, qu'ils ont écrit eux-mêmes. C'était un numéro spécial Nantes qui a été créé en mai 2016. Donc ils avaient écrit un manifeste
Suite à ce manifeste, il y avait une manifestation. La veille de la manifestation, il y avait une rafle à Nantes où ils avaient pris des jeunes, ils les avaient emmenés au commissariat, donc c'était quand même assez grave. Et après cette manifestation, c'est là où ils nous ont vidé un des squats. Donc les jeunes s'étaient retrouvés à la rue. Pour finir, j'en ai pour 1 minute, je voudrais vous lire un témoignage. Sinon, il est à disposition au stand toujours migrants, collectif migrants. Comment ils nous traitent? Ils nous séparent comme un ballon. Un ballon, c'est encore mieux, parce que tu le ramasses avec les mains. Par contre, nous, c'est pas ça. On nous tire, on nous dégage. On est en train de nous jouer, comme ça. Nous sommes au milieu. Donc, un petit peu plus loin. Malgré ça, il y a les mamans aussi qui ont compris. Les gens comme eux ont compris qu'on ne méritait pas de souffrir ici. Il y a les mamans qui nous accueillent et après ceux qui ont compris que ces enfants méritaient de venir ici, vivre le paradis. Ils essaient de nous remonter le moral, mais ça ne peut pas aller. Parce que peut-être, c'est moi qui serai pris en charge. Moi, je vois toujours mon frère venir demain. On le trimballe comme le ballon. Moi, je ne peux pas accepter ça. Faut arrêter un peu de jouer à l'hypocrisie. Nous sommes attachés au collectif. Le collectif, c'est notre famille. Et désolé, vu l'heure qu'il est, on ne prend plus de prise de parole. D'accord, il y en a 2 ici et ce sera tout. Peut-être que les intervenants qui sont en première ligne, elles voudront réagir, mais ils ont déjà parlé de 2 choses. La première, c'est l'utilisation du travail des bénévoles pour remplacer ce qui devrait être celui des pouvoirs publics. Ça veut dire pouvoir public, le bien commun, ce que nous payons tous avec nos impôts pour qu'on justement il y ait un droit social, pour qu'il y ait des... Voilà. Donc ça c'est la première chose. Donc il y a beaucoup d'assos qui demandent non pas des militants, mais des bénévoles. Or il y a pas mal de gens qui ont dit qu'ils étaient des militants d'abord. Et s'ils aident les gens concrètement au jour le jour, c'est parce que ces personnes en ont besoin. Mais ce dont nous avons besoin, c'est vraiment de militants pour changer les pratiques et pour changer les politiques d'immigration. Utiliser des bénévoles, ça veut dire aussi, comme l'a dit tout à l'heure une dame, que l'on sous-traite le social et l'on sous-traite ce qui devrait être fait par des assistants sociaux, à des personnes qui ne sont pas formées. Ça veut dire qu'il y a une baisse de qualité, oui, dans les CADA. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de cours de français. Il n'y a dans les hôtels pour les mineurs, on les envoie à Paris dans des hôtels où ils sont bouffés par les puces. On les laisse à la rue. On ne reconnaît pas leur minorité. Ils vont dans des centres qui sont censés les reconnaître comme mineurs. On les regarde et on leur fait « Toi, t'es pas mineur, dégage !» Et on les remet à la rue. Donc voilà ce que ça donne. Et on a besoin de militants pour dénoncer ça. Pas seulement de bénévoles. Et c'est bien de s'engager et il faut commencer quelque part. Mais il faut vite comprendre que le problème, et il a déjà été dit, il est politique. Il est politique et uniquement politique. Ce n'est pas un problème humanitaire. Merci. Pas grand chose à rajouter, sinon dire que... Attends. On m'a dit d'attendre. Pas grand chose à rajouter, sinon à dire que il faut, c'est important. Bah, vous m'entendez peut-être quand même, non? Oui. D'accord. C'est important de se coordonner, évidemment, ça t'est dit. Et je voudrais rappeler, je ne l'ai pas dit, qu'il existe déjà une coordination Bretagne-Pays de la Loire de tous les collectifs qui souhaitent s'y mettre. Et c'est quelque chose qui nous nourrit et qui est important, en tous les cas, aussi à Saint-Nazaire. Et deuxième chose, les droits des sans-papiers, c'est vraiment les droits de tous, ça a été dit. Quand on parle des problèmes d'expulsion et des problèmes des logements, mais nous avons besoin, en France, de logements d'urgence. Et le logement d'urgence n'est pas réservé aux migrants, c'est pour tout le monde. Et un dernier mot sur le contrôle. Quand les passeports biométriques ou les contrôles biométriques, la prise des empreintes digitales, elle a commencé, ça a commencé pour les étrangers. Maintenant, ça s'étend à toute la population. On n'est pas vigilant là-dessus. Moi, je prends la parole pour 2 choses. Premièrement, je vais commencer par la deuxième avant de venir à la première. C'est de lancer un appel à toutes les personnes, comme on est très nombreux à venir mineurs et majeurs sur Nantes. Si
il y a des véhicules disponibles qui descendent sur Nantes, qui sont jamais. Ça, c'est la deuxième. La première, c'est par rapport aux accords de réadmission. On n'a plus besoin de renvoyer les Maliens ailleurs, on les renvoie directement au pays parce qu'il y a un an, le gouvernement malien a signé un accord de réadmission des Maliens sans papier, quel que soit, même pas les demandeurs d'asile. Si tu te fais arrêter, si tu te fais expulser, l'État malien te reçoit. Donc, à Caen, on m'a demandé d'intervenir surtout sur ça pour interpeller l'opinion, toutes les associations par rapport à ça. Ceux qui vivent à Paris vivent une réalité pour empêcher l'expulsion des Maliens. Ils sont très actifs. C'est le lieu de vous remercier pour toutes les actions que vous faites pour les Maliens parce qu'on est nombreux ici. Donc c'est pour ajouter encore par rapport aux gens qui font des campagnes extraordinaires auprès des compagnies aériennes pour empêcher les expulsions. On m'a dit même depuis à Caen d'insister surtout sur ça, sur ce que le crime abominable que notre gouvernement a fait pour faire plaisir à l'État français de réadmettre tous les Maliens expulsés. Donc voilà, c'est sur ça que je voulais parler, pour interpeller votre conscience et puis votre solidarité et votre compréhension. Merci pour tout. Merci. Merci Namalie. Merci à tous. Donc nous terminons le 4e, enfin je compte le théâtre du tiroir avec Jean-Luc, le 4e forum débat sur les migrations de ce rassemblement annuel à Notre-Dame-des-Landes. Donc j'espère simplement que tout le travail qu'on a essayé de faire autour des migrations nous permettra d'être plus forts, plus unis, et que ainsi faire monter les mobilisations et faire comprendre à l'opinion et à nos responsables que les migrants, ils ont tous leur place ici. Bonne fin d'après-midi.